Bon, la vidéo arrive un peu tardivement, mais c'est parce que en fait j'attendais de finir mon dernier jeu de l'année pour commencer à écrire cette vidéo. Et c'est donc le 1er janvier que j'ai commencé à rédiger mon récapitulatif des jeux que j'ai fait en 2025. Et spoiler, il y en a beaucoup. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Sonic ou même en live sur Twitch le savent, vu que je l'avais dit à plusieurs reprises, mais j'ai pas réussi à autant bosser les vidéos que ce que j'aurais voulu, car j'étais constamment en train de jouer à quelque chose. J'ai découvert plein de jeux, découvert des nouvelles licences et joué à une bonne diversité de jeux. Pour cette vidéo, on va faire une tier list que je vous explique assez brièvement. Voilà les catégories. La perfection, elle porte bien son nom, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et à partir du dessous, ça va être un petit peu particulier, puisque en fait je vais catégoriser les jeux de manière à est-ce que je me le recommanderais si j'avais un alter ego. Bon, c'est un petit peu comme si par exemple je retournais dans le passé et que je me disais ouais non, fais pas le jeu. Par exemple, j'ai pas dit que c'était ça. Mais bref, vous avez compris à peu près l'idée. Donc évidemment, il y a des jeux que j'ai aimés et qui ne sont pas aimés des autres, et à l'inverse, il y a des jeux que je n'ai pas aimés mais qui sont aimés par tous. Il y a des jeux que je n'ai pas du tout aimé faire, mais c'est pas parce que c'est un jeu de merde, juste moi j'ai pas aimé. Allez, commençons. Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key. Le nom est beaucoup trop long. Bref. Au début, je pensais que ça allait être le jeu que j'allais le plus survoler, et au final, quand je vois le paragraphe que j'ai écrit, pas tant que ça. Alors, j'ai joué au jeu sans trop le comprendre, pour être franc. Le premier opus de la saga Ryza était en anglais. Le deuxième, lui, par contre, était bien en français. Et le troisième, il est plus traduit. Alors, je sais pas ce qui s'est passé chez Koei Tecmo, mais niveau accessibilité, on a vu mieux, sachant que Atelier Yumiya, qui est sorti 2 ans après, lui bénéficie d'une traduction française. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Et justement, à cause de sa non-accessibilité, j'ai pas pu comprendre le système principal du jeu qui est l'alchimie. Déjà que dans le 2, c'était dur à comprendre malgré la traduction, alors en anglais, ça relève un petit peu de l'impossible si vous n'êtes pas bilingue. Ce troisième opus conclut la trilogie avec une proposition à la fois généreuse et familière qui s'adresse avant tout aux fans de la série. Le jeu brille par son monde ouvert plus vaste et mieux interconnecté, mais pas forcément plus intéressant à explorer. Tandis que le système d'alchimie, toujours aussi profond et addictif, reste le cœur de l'expérience. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas pu en profiter pleinement à cause de la non-accessibilité de la langue. En revanche, malgré une narration plus ambitieuse et un ton plus épique pour clore l'aventure de Ryza, le scénario peine parfois à maintenir un rythme solide et recycle certains enjeux déjà vus dans les épisodes précédents. Les combats en temps réel gagnent en fluidité et en dynamisme, mais peuvent devenir répétitifs sur la durée, surtout face à une difficulté globalement permissive. Alors oui, le coup de la répétitivité, c'est un petit peu propre à chaque RPG, mais là je trouve que ça se ressent de manière pas forcément positive. Visuellement, le jeu, il est charmant, il est coloré, même si techniquement il est complètement inégal, avec des environnements parfois magnifiques, mais des animations et des textures qui trahissent clairement un manque de finition, malheureusement trop présent chez les jeux de Koei Tecmo. Pour la tier list, on va le mettre ici. Je ne me le recommande pas car sans traduction française, je n'ai pas pu profiter pleinement du jeu, mais des fans ont fait un patch de traduction et je me laisse l'occasion de le refaire avec ce patch à l'avenir. Jusante. Alors ce jeu, j'ai une petite anecdote dessus. Je l'ai fait pendant le nouvel an 2025, j'étais en appel avec des potes et j'ai passé le pire nouvel an avec ce jeu. C'était d'une nullité sans nom et c'est l'un des rares jeux où je ne comprends pas sa note backlog. Alors backlog, pour info, c'est un site où vous pouvez répertorier tous les jeux que vous avez fait dans votre vie comme une bibliothèque et même les noter en écrivant une review si vous savez quoi dire. N'hésitez pas à follow mon compte d'ailleurs, je poste des reviews sur tous les jeux que je fais. Le principe de Jusante, c'est de l'escalade et c'est vraiment la seule chose à retenir. Il y aura parfois des petites particularités vis-à-vis de votre pouvoir, comme ces plantes que vous faites pousser pour vous y accrocher ou le fait de vous balancer d'un point à l'autre, mais c'est d'un ennui colossal. J'ai passé environ 3 heures dessus alors que c'est un ressenti de 10 heures. Il ira donc dans cette catégorie de la tier list qui est la catégorie du je ne me recommande pas le jeu car j'ai détesté l'expérience. Allez, on continue avec Astrobot. Alors lui, je l'ai commencé en 2024. Je l'ai terminé quand même en 2025, donc je le mets dedans, en sachant que tous les jeux seront cités dans l'ordre que je les ai fait. Alors pas toujours, il y a vraiment quelques exceptions, mais c'est super rare. Globalement, c'est vraiment dans l'ordre que je les ai fait. Ça concernera plutôt les jeux multijoueurs, comme Mario Kart World par exemple, qui eux, je n'ai pas noté à la sortie du jeu évidemment. C'est un jeu de plateforme pur et dur, comme ont pu l'être des Mario Galaxy, des Mario 64, des Spyro, etc. etc. C'est un platformer qui est agréable à parcourir, mais il est terriblement classique. Il se contente de faire le strict minimum et n'innove pas du tout. Alors c'est pas forcément un défaut car non seulement c'est difficile d'innover sur ce genre de jeu, mais en plus c'est pas forcément nécessaire. Mais il faut quand même souligner que c'est du classique. Par contre ces boss eux sont vraiment sympas à faire, même si la difficulté globale elle est vraiment inexistante et c'est ce que je vais reprocher. Le jeu il est d'une facilité sans nom et on sent que ça va dans la casualisation des jeux qui sortent aujourd'hui. Même le niveau final secret est très facile. Mario 3D Land a un monde
entier avec des niveaux plus durs que ce niveau, voire de tous les niveaux du jeu d'ailleurs. Le jeu ressemble comme Astro Playroom à une gigantesque démo technique de la PS5 qui utilisera la console dans tous ses aspects, que ce soit visuel ou sur la manette, mais en 100 fois plus complet que Playroom évidemment. Je me recommande quand même le jeu, mais pas énormément. J'y en trouve pas assez ce que j'aime dans les platformers, mais il a quand même un level design soigné et des gimmicks intéressantes qui varient assez régulièrement, ce qui est une qualité pour un jeu de plateforme, donc il ira ici dans les jeux que je me recommande juste car j'ai quand même passé un super moment. En tout cas un bon moment plutôt. C'est un meilleur terme. Deuxième jeu indé de l'année avec Neva par les développeurs de Gris, que je n'ai absolument pas fait d'ailleurs, hein, et j'ai plutôt bien apprécié. J'aime déjà énormément la direction artistique du jeu, c'est un platformer avec plein de petites idées de gameplay intéressantes et des idées pour le level design qui rendent l'expérience agréable à faire. Le jeu ne dure pas longtemps et pour le coup le peu de temps qu'il dure ne paraît pas interminable comme jusante. Même visuellement il a des petites idées que j'aime énormément, comme ce combat qui donne une sensation de reflet. Ce n'est pas un jeu transcendant et il ne vous marquera pas à vie, mais ça reste un bon petit jeu que je mettrai dans la catégorie jaune. Oui, j'essaye de pas trop m'étaler car il y a vraiment beaucoup de jeux. Mini Shoot Adventures, et bah c'est typiquement le genre de jeu indé qui m'a complètement surpris. À première vue, il ressemble à un simple shooter, mais on se rend vite compte qu'il reprend beaucoup de mécaniques propres à Zelda, au point qu'on peut clairement parler d'un Zelda-like. Son monde est assez ouvert, vous pouvez explorer librement, mais le jeu vous bloque souvent parce qu'il vous manque certaines capacités, ce qui vous pousse à revenir plus tard et à découvrir de nouvelles zones. Les donjons suivent une logique très Zeldaesque avec des énigmes, des ennemis à apprendre à gérer et un boss qui met vraiment vos compétences à l'épreuve. Même si le tir remplace l'épée, l'esprit Zelda est présent à chaque instant. Exploration, secrets disséminés un peu partout, progression progressive et ce petit sentiment d'aventure qui vous pousse toujours à aller voir ce qu'il y a juste un peu plus loin. C'est un vrai coup de cœur que je mets dans la catégorie des jeux que je me recommande fortement, et en plus c'est français, et oui c'est fait par deux Toulousains. La France brille cette année. Pas mal non, c'est français. On enchaîne les jeux indés avec Misside, qui est un jeu d'horreur psychologique dans une vibe Doki Doki pour les connaisseurs, sans être non plus la même chose. Attention, on incarne un garçon qui s'est fait téléporter dans le jeu, qu'il jouait, où il fera la connaissance de sa waifu virtuelle Mita, mais il se rendra compte assez vite que quelque chose de bizarre se produit. Bon, après quand t'es téléporté dans un jeu, c'est que de base il y a un souci. Et il faut pas forcément se fier à son apparence de weeb, car ça reste un vrai jeu d'horreur qui va jouer sur son ambiance et la psychologie pour vous faire peur et vous mettre mal à l'aise. C'est un jeu que j'ai détesté faire car j'ai vraiment eu peur. Après je suis une flippette, hein, vous le verrez plus tard. Mais au-delà de la peur, en vrai le jeu est vraiment cool. J'ai même refait le jeu de moi-même pour le 100% en succès et j'attends fortement l'update qui devait sortir fin 2025. Je me le recommande fortement. Super Mario Galaxy 2. Eh ben voilà un bon jeu de plateforme. Bon, je l'ai pas fait via la compilation de la honte, hein. Je l'ai fait en début d'année et c'était sur émulateur. J'avais jamais fini le jeu et c'est enfin chose faite. Et bah voilà quoi. C'est le dernier bon platformer 3D de Nintendo à mes yeux. Le level design est toujours aussi inspiré, l'ajout de Yoshi permet de rajouter du gameplay non présent dans le premier jeu. Forcément après le premier on a moins cet effet waouh, mais le jeu n'en reste pas moins excellent et il met évidemment une énorme claque à Astrobot. D'ailleurs fun fact, mais son développement c'est assez similaire à celui de Majora's Mask puisque Galaxy 2 ne devait avoir qu'un an de développement en reprenant le noyau de son prédécesseur. Mais à contrario de Majora, il bénéficiera finalement de plus de temps de dev et aura un développement de 2 ans et demi. C'est évidemment un jeu que je me recommande fortement et à vous aussi par la même occasion. Je le mets pas dans perfection car on reste sur une suite qui apporte beaucoup moins que le 1 et qui malgré des boss plus ingénieux dans le 2, non seulement les effets de grandeur sont moins waouh, mais surtout on perd le côté cinématographique des cinématiques et les combats contre Bowser sont beaucoup moins épiques dans le 2 et je trouve ça un petit peu dommage. On s'attaque à une de mes licences du jeu vidéo préféré, Inazuma Eleven. Celui-ci, c'est le 3e opus de la saga DS. Et même si chez nous il est sorti sur 3DS, il est bel et bien sorti au Japon sur DS. Faut se dire qu'en Occident, les jeux avaient tellement de retard qu'ils ont décidé de sortir le 3 directement sur 3DS. Pour préciser, mais Inazuma Eleven, c'est une saga de foot RPG où on suit l'ascension de Mark Evans dans le monde du football. Et ce 3e opus est consacré à la Coupe du Monde de sa saga qui est là pour conclure son arc narratif. Alors pour le coup, pour profiter pleinement de ce jeu, c'est mieux d'avoir fait les deux précédents, notamment pour se rendre compte de l'amélioration qu'il y a eu de jeu en jeu, mais aussi évidemment pour comprendre plus facilement l'histoire. Mais ça peut quand même se faire sans, hein, en vrai. Je considère ce 3e opus comme le meilleur de la saga Mark Evans, car non seulement on retrouve toutes les zones des précédents jeux, que ce soit d'ailleurs les zones comme Hokkaido, Okinawa et les autres zones de Tokyo, mais en plus on a l'île de Ryokot où se passe le mondial de foot à explorer. L'histoire s'enchaîne bien mieux que celle du 2, avec moins de moments mous, mais surtout il ne donne pas cette sensation de longueur que le 2 a notamment
notamment quand on le refait. Car j'ai enchaîné le 1, le 2 et le 3. Et bon, oui, le 1 en vrai c'est quand même le moins plaisant à faire, mais le 2 souffre d'un vrai problème de rythme. On a toujours des thématiques abordées assez deep, avec notamment un conflit géopolitique dans ce jeu. Et oui, même si on ne le dirait pas, mais la saga se prend en sérieux et il ne faut pas sous-estimer la profondeur de certaines thématiques juste à cause du visuel enfantin. Et c'est le gameplay le plus complet des trois. C'est l'histoire qui est le meilleur rythme, la bande son est toujours aussi géniale et son post-game est quand même bien fourni. Moins que les jeux qui le suivront, mais quand même on a un post-game vraiment pas mal. Je terminerai en disant que je note bien les ogres attaques, car comme les Pokémon, les Inazuma avaient plusieurs versions, et la version des ogres est la version définitive du 3 par rapport à Feu Explosif et Foudre Céleste. Non seulement on a quelques zones en plus, mais on a aussi une sous-intrigue qui introduit l'équipe des ogres à travers une intrigue de voyageurs du temps. On a directement les équipes des démons et des anges avec en plus la fusion de leur équipe, et je le précise car les autres versions ont une équipe exclusive. Foudre Céleste a les anges et Feu Explosif les démons, et il fallait lier les deux versions pour obtenir l'équipe qui fusionne les deux. Donc ouais, non, la version des ogres est vraiment la plus complète de toutes, et c'est tout ce que je viens de vous citer qui font que ce jeu va dans les jeux que je me recommande énormément. Bref, pardon, j'ai beaucoup trop parlé. Animal Well, j'ai une relation assez compliquée avec ce jeu. On est à nouveau sur un jeu indépendant et cette fois-ci on est sur un Metroidvania. C'est un genre de jeu que je n'apprécie pas et pourtant les quelques jeux que j'ai fait qui sont des Metroidvania, bah je les ai appréciés, donc en fait je sais pas trop quoi penser de mon appréciation vis-à-vis du genre. Mais bref, dans Animal Well, l'objectif initial est de guider une petite créature à travers un labyrinthe souterrain pour récupérer 4 flammes gardées par des créatures géantes. C'est ce qui constitue la trame principale du jeu. Cependant, le véritable but dépasse largement cette simple quête. Il s'agit d'une exploration par couches successives où vous devez collecter des dizaines de cachets et résoudre des énigmes cryptiques de plus en plus complexes. Le jeu est conçu pour récompenser la curiosité pure, vous poussant à décoder des secrets enfouis dans le décor qui exigent souvent une observation minutieuse ou une réflexion hors norme. C'est un titre qui ne vous prend jamais par la main, faisant de la découverte personnelle et de la compréhension de son écosystème mystérieux votre mission ultime à travers une direction artistique absolument fabuleuse. Mais dans mon cas, ça n'a pas pris. Et oui, vu comment j'en parle, on pourrait penser que je l'ai apprécié, mais c'est plutôt qu'en fait je relève ses qualités. J'aurais aimé apprécier le jeu à sa juste valeur, mais la première moitié du jeu elle m'a pas du tout mis dedans. J'ai pris du temps à comprendre le système du jeu et à l'apprécier. Et de ce fait, je peux pas me recommander un jeu que je n'ai su apprécier qu'à 50%. D'ailleurs j'en profite, mais si vous souhaitez une vidéo approfondissant le jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la Licora qui traite merveilleusement bien le sujet. On passe à Cocoon. Et ouais, non, lui, j'ai pas su apprécier le jeu, je le dis directement. Cocoon, en gros, c'est un jeu de puzzle qui se joue en vue du dessus. Et globalement, il est apprécié des joueurs. Il joue sur le plan de plusieurs dimensions, si on veut, où vous allez devoir alterner de plans pour résoudre certains puzzles. L'idée, en plus d'être ingénieuse, fonctionne vraiment bien. Mais alors, pourquoi moi, j'ai pas trop aimé? Eh bah déjà, certains puzzles sont vraiment trop casse-tête. J'avoue, c'était un peu chiant parfois. Et même si de base, c'est un genre de jeu que j'apprécie en soi, j'avoue que parfois, c'était trop perché pour moi. Mais aussi, et surtout le côté très organique du jeu. On est une sorte d'insecte et tout notre environnement, ou même ce qui va nous servir à résoudre des énigmes ou à changer de dimension, est très organique. Et c'est quelque chose qui me dégoûte personnellement, mais vraiment. Et du coup qui m'a empêché d'apprécier mes heures de jeu. Donc je le mettrai dans cette catégorie car comme Animal Well, c'est un jeu avec de nombreuses qualités, mais j'ai pas su apprécier à juste titre le jeu, donc je peux pas me le recommander. Bon, on passe sur le pourquoi je suis connu. Du Sonic, plus particulièrement Shadow, et faut le dire, le jeu il pue. Alors, je vais pas aller dans l'argument des haters de la licence qui critiquent le jeu pour les flingues ou les véhicules, vu que ce n'est pas spécialement en vrai un gros défaut du jeu. Non, les problèmes ils sont ailleurs. Déjà, même si le jeu utilise le même moteur que Sonic Heroes, la maniabilité de Shadow est encore plus savonneuse, donc déjà c'est pas spécialement agréable. On a le homing attack qui fait des siennes, et même si c'est un problème depuis Adventure, ça n'en fait pas moins un défaut. Le level design n'est pas spécialement bon, il est pas horrible mais pas transcendant, mais le vrai problème du jeu réside dans son game design, vous demandant de faire les 10 fins du jeu pour accéder à la vraie, en prenant en compte qu'aucune de ces fins n'est canon, donc ça ne sert à rien de les faire sur le papier. Mais pourtant si, vous devrez vous les farcir pour finir le jeu, et c'est une horreur, car le jeu a 3 missions sur quasi tous les niveaux, et chaque mission vous fera suivre une route différente. En gros, vous avez la route dark, la route héros et la route neutre où vous suivez votre propre objectif. Et pour accéder à toutes les fins, vous allez devoir subir des missions comme tuer tous les soldats d'un niveau. Et si vous en avez oublié un, vous devez retourner au début du niveau et chercher le soldat qui vous manque. Et il y a des niveaux qui sont des putains de labyrinthes, donc ça rend la chose réellement abominable. Bref, vraiment je vous dis, là je gratte la surface des problèmes, je pourrais en faire une vidéo tellement il y a des choses à dire. Je me mets dans cette catégorie là car il y a quand même des bons moments, il y a des bons
bon niveau aussi. Quand vous devez juste aller à un goal ring, les niveaux sont fun à parcourir. Il y a des idées de gameplay intéressantes et le lore reste plutôt cool, même si on va dire qu'à chaque fois quand t'arrives à une fin t'es déçu. Mais quitte à faire le jeu, pour le lore en fait je vais plutôt me recommander de voir des vidéos cinématiques du jeu plutôt que de subir les 10 fins pour voir la vraie fin. Et c'est un gros fan du personnage qui vous le dit hein. Resident Evil 6. Alors pour info, je me suis enchaîné les Resident Evil en 2024 et 2025. En 2024 j'ai fait les remakes du 1, du 2, du 3 et du 4. J'ai aussi fait le 5 et cette année j'ai refait le 6 avec un pote et j'en ai fait d'autres, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Alors ce jeu, je sais qu'il est détesté. C'est un jeu d'action qui n'a vraiment plus rien des survies des Resident Evil précédents, mais bah je l'aime bien. Alors à le faire tout seul, oui c'est clair que ça pue, mais quand on le fait à deux, bah je le trouve vraiment bien. Oui c'est un mauvais Resident Evil, mais c'est un bon jeu d'action et on peut y trouver du fun. Là où le 5 je trouve que c'est une purge en solo ou en duo. Le gameplay du 6 c'est quand même très bien foutu dans ce qu'il doit faire, mais oui c'est à travers des couloirs, on n'est plus dans une grande zone où il faudra faire des allers-retours. Il ira malgré tout dans cette catégorie là, même si je l'apprécie, car si je dois y jouer seul, jamais je me le recommanderai. Mais si j'ai un pote chaud pour y jouer, je suis prêt à relancer le jeu car je me tape toujours autant des barres dessus. Zelda Ocarina of Time. Alors évidemment je n'ai pas découvert le jeu cette année et bon en même temps quand on voit ma collection on se doute bien que je connais déjà la licence. Et encore, il y en a encore au-dessus et aussi en dessous donc voilà. J'avais juste envie de flex. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler du jeu? C'est un maître étalon du jeu d'aventure, un pilier du genre, et encore aujourd'hui, le jeu est juste incroyable. Graphiquement, il a vieilli, je dis pas le contraire, mais je le trouve personnellement pas forcément moche pour autant. Il y a juste quelques polygones en plus, quoi. Mais que ce soit dans son game design, sa narration, l'OST de Koji Kondo, son gameplay, la conception des donjons, absolument tout relève du génie d'époque de Nintendo et est parfaitement jouable encore aujourd'hui. Ce qui est pénible, c'est que la version PAL du jeu est malheureusement en 50 Hz par rapport à la version NTSC, donc si vous voulez le faire sur des supports officiels, le jeu sera plus lent si vous jouez en français. Mais bon, les émulateurs existent et il y a même une version PC native, donc pas besoin de se brider à un 50 Hz pénible. Ce jeu va inaugurer la case perfection, car en fait à mes yeux c'est le Zelda qui est le plus parfait, ou qui s'en rapproche le plus en tout cas. Peter Jackson's King Kong, sorti en 2005 sur tous les supports de l'époque, est un jeu tiré du film éponyme. J'ai un énorme affect envers ce film, c'est l'un de mes films préférés et je trouve le jeu plutôt cool. On est en plein dans la période de films à licence et globalement c'est souvent de la merde. On reviendra sur un plus tard dans la vidéo, mais celui-ci il fait pas tâche, au contraire. On est sur un FPS développé par Ubisoft qui aura la particularité de jouer avec deux gameplays différents. Celui de Jack, vous allez essayer de sauver Anne et dans lequel vous allez jouer des lances, des armes à feu et combattre des dinosaures, ou plutôt essayer de survivre parfois. Et on aura Kong qui aura un gameplay bourrin et si avec Jack vous fuyez les T-Rex, là vous leur péter la mâchoire. Alors évidemment le jeu il est pas transcendant non plus mais son gameplay il est toujours aussi solide je trouve. Graphiquement pour l'époque c'est ok et mine de rien il y a certaines phases qui sont assez stressantes. Bon par contre les personnages des moments ils veulent pas fermer leur gueule et ça j'avoue que c'est un petit peu pénible. Il va dans cette catégorie car c'est un jeu de mon enfance que encore aujourd'hui je passe un super moment dessus. On continue le jeu rétro avec Rayman 3 car en fait ma copine elle m'a offert une GameCube. J'en avais plus depuis genre mes 10 ans je pense, un truc comme ça. Et donc j'en ai profité pour refaire quelques pépites, comme le King Kong d'ailleurs. J'ai fait Zelda Ocarina of Time, il y a l'édition collector aussi. Et je me suis dit go refaire mon Rayman préféré. Et y a pas à dire mais quel putain de jeu. L'humour du jeu est juste parfait je trouve. L'ambiance steampunk passe carrément. Et quand on arrive dans ces special stages de l'espace, quel plaisir malgré que c'est chiant à manier parfois. Alors le jeu il a une maniabilité qui a légèrement mal vieilli, mais il reste parfaitement jouable en plus d'être beau. Bon, par contre je parle pas de l'eau Mais même le vilain, André, le nom il est débile, mais le personnage est justement débile et c'est ça qui le rend aussi appréciable. J'aime beaucoup aussi les pouvoirs du jeu, ça apporte une plus-value et des passages de gameplay qui varient vraiment. Big up aux boss d'ailleurs qui je trouve sont tous intéressants dans leur gameplay. Encore un jeu de mon enfance qui est mon préféré de la licence. J'en profite pour dire que cette vidéo n'est pas là pour faire une critique des jeux en question, j'évoque points négatifs et positifs, mais le but est vraiment juste de parler de ces jeux et de ce qui m'a plu ou non. Pour ça que parfois je m'attarde très peu sur le négatif car j'ai envie de partager plus de positifs que de négatifs sur YouTube qui encourage à critiquer tout ce dont on veut parler.
Allez, enfin un jeu moderne, il était temps. Final Fantasy VII Rebirth. Il n'y en aura pas beaucoup des jeux modernes, mais quand même. Je n'ai jamais fait le jeu original, la raison est simple, je déteste le tour par tour. Très peu de jeux arrivent à me faire accrocher à cause de ça, et le peu c'est surtout des RPG qui ont des gameplays en temps réel. Les Mario Luigi par exemple sont des jeux que j'apprécie énormément car on ne se contente pas de regarder une attaque ou de la subir, on agit pour réussir l'attaque. Et si on ne fait pas le bon enchaînement, ça ne marche pas ou bien on fait moins de dégâts. Bref, en gros, c'est des attaques en temps réel. Voilà pourquoi j'aime pas les tours par tour traditionnels. Bref, je m'égare. Après Final Fantasy VII Remake que j'avais pas trop aimé, hein. Non, vraiment pas. L'omniprésence de Sephiroth qui fait perdre la mystification du personnage, une linéarité qui est clairement pas agréable, le jeu tire carrément en longueur et c'est logique vu que la zone dans l'original dure je crois en moyenne genre 5 heures. Donc faire tenir ça en 20 heures c'est dur et on va vous faire tomber dans plein de trous pour allonger la durée de vie. Du chapitre 4 au 8 on s'emmerde et puis d'un coup le 9 il est exceptionnel. Enfin bref c'est vraiment, quand c'est bien c'est vraiment bien, quand c'est de la merde c'est vraiment de la merde quoi dans Remake. Mais Rebirth en vrai c'est plus trop ça. Alors oui il a un open world qui est hyper générique et qui est vraiment à chier si vous voulez faire le 100%. Mais le jeu arrive à garder une progression constante de qualité. Il y a quand même des bas, mais c'est peu par rapport au reste. Et en vrai l'open world il est juste complètement optionnel. C'est pour ça qu'en vrai je dis que pour le 100% c'est pénible, mais à part quelques fois dans le jeu vous allez être obligé de le parcourir, et encore ça dure pas longtemps, et en fait vous allez quasiment pas y rester. Et ça c'est vraiment cool de pas forcer le joueur à subir l'open world. Le Gold Saucer est une zone formidable et tellement créative. Le gameplay est encore plus agréable que dans le 1. Costa del Sol c'était trop bien comme zone aussi. Et c'est tous ces élans de créativité que j'ai adoré. Les mises en scène sont toujours aussi bien réussi et son boss final mais c'était vraiment exceptionnel, genre tellement de phases qui sont toutes super cool et que je ne peux pas montrer à l'écran sinon je vais spoil, et une narration qui ne nous fait jamais s'ennuyer. Et vraiment mais la quantité de mini-jeux qui sont tous fun, j'applaudis. Vraiment j'applaudis. La bande son elle est aux petits oignons et putain mais le jeu il est beau sa mère. En tout cas il va dans les jeux que je me recommande à fond. J'ai très hâte de la partie 3 et qui sait peut-être que je finirai par être motivé à faire le jeu original. Angry Penguin, bon, alors lui je vais le survoler, mais si vous connaissez le jeu c'est probablement par Lopok vu qu'il est le concepteur du jeu, et bon c'est un jeu rageant quoi, je l'ai fait parce qu'on me l'avait offert mais c'est franchement pas mon type de jeu, j'ai trouvé la maniabilité vraiment pénible, mais on a quand même des zones qui arrivent à se diversifier dans leurs pièges et environnements, donc bon voilà c'est pas de la merde, il ira juste ici. Allez, on passe cette fois-ci sur Omori. Alors, si vous êtes amateur de jeux indés, vous devez certainement connaître ce titre, au moins de nom. Et pour être franc, j'avais pas forcément prévu d'y jouer, mais ma copine étant une giga fan, je l'ai fait avec elle, et je l'avoue, ça a été une véritable surprise. Pourtant, je suis pas fan des tours par tour, je vous l'ai dit, mais la gestion des émotions a rendu les combats très peu monotones. L'ambiance est vraiment très bien retranscrite à travers son pixel art, et qui dit jeu indé d'horreur fait par une japonaise, dit des thématiques abordées de manière cryptique mais claire. Vous êtes dans le flou tout le long du jeu, et pourtant en refaisant le jeu, on se rend compte que tout est sous nos yeux depuis le début. C'est une histoire à découvrir par vous-même, donc je vous encourage vivement à ne pas aller voir de vidéos où vous spoil et vraiment jouer par vous-même. Les personnages sont tous attachants, et même si la musique n'est pas transcendante, elle sert très bien le jeu. Mon OST de coup de cœur, c'est l'OST d'un combat que je ne vous spoilerai pas, mais que vous avez en fond de vidéo, et c'est pour ça que l'OST ne va techniquement pas pour un fond de vidéo, mais je tenais à vous la faire écouter quand même. C'est un jeu qui va évidemment dans cette catégorie de la tier list, et je précise quand même que le jeu n'est pas adapté à tous, ça reste un jeu d'horreur psychologique, donc comme Misside, selon votre sensibilité, cela peut vous mettre plus ou moins mal à l'aise. Je le précise quand même car nous n'avons pas tous la même sensibilité et il n'y a rien de mal à ça d'ailleurs. Sonic Unleashed, on retourne sur du Sonic avec l'excellent Sonic Unleashed et ce sera la version HD sortie sur 360 et PS3. Alors si je l'ai refait, c'est parce que des fans ont porté nativement le jeu sur PC. Grossièrement, et c'est comme avec Ocarina of Time, on a un vrai exécutable du jeu permettant de tourner sans émulateur et donc avec des paramètres de résolution et fluidité qu'on peut modifier comme n'importe quel jeu PC et jouer à Sonic Unleashed sans aliasing en 4K et en 60 FPS. Et il faut le dire, c'est juste clairement l'une des meilleures expériences Sonic. Alors oui, les phases Warhog rebutent, et autant je les apprécie, autant je préfère les phases de la Wii, qui sont beaucoup plus axées platformer, mais ça m'empêche pas de prendre plaisir à combattre sur cette version, car mine de rien, on peut faire de sacrés combos quand on sait jouer. Et c'est indéniablement un système de combat 1000 fois mieux foutu que celui de Frontiers. Les niveaux de jour sont à mes yeux les meilleurs niveaux de vitesse de la saga, on n'a jamais fait mieux, le level design est tellement bien foutu et la rejouabilité elle est parfaite. Le sentiment de voyage est présent et super bien fait vu qu'on voyage à travers le monde, et des musiques
sublime le tout. Et non déplaise aux haters des Sonic modernes, mais un Sonic est bon pour son histoire aussi. Et l'histoire de Unleashed, c'est la simplicité à travers un développement bien fait. La base est simple, Sonic doit sauver le monde avant que Dark Gaia ne détruise le monde, hein, si on veut, je vous fais un résumé grossier. Mais c'est le développement de Chip, le voyage, les interactions avec les habitants des villes qu'on visitera et les révélations sur la mythologie présente dans le jeu qui font que l'histoire elle est géniale. Bref, il va sans hésiter ici. Et si j'étais pas bouffé par Heroes avec la nostalgie, je pense que je dirais très largement que Unleashed est mon préféré. Prince of Persia The Lost Crown, Mask of Darkness. C'est tout simplement le DLC du jeu Prince of Persia The Lost Crown. Franchement, c'est un vrai régal pour ceux qui ont adoré suer sur les phases de plateforme du jeu de base. Le jeu vous balance dans le palais mental de Regen et petit coup de stress, il vous retire quasiment tous vos pouvoirs et vos boosts de vie pour vous forcer à jouer à poil, juste au talent. On se retrouve face à des parcours hyper vicieux avec des lasers et des portails partout, ce qui rend le truc super gratifiant ou très frustrant selon votre patience. C'est beaucoup plus linéaire que l'aventure principale et assez court aussi, mais pour le prix c'est franchement pas mal. Je regrette quand même le fait que ce soit aussi linéaire, mais j'ai quand même apprécié notamment la difficulté de certaines phases de plateforme et surtout du boss final. C'est un DLC que je vais fortement me recommander au même titre que le jeu de base qui était mon coup de cœur 2024. Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Le jeu est sorti à la base sur Wii U et j'avais très envie de le faire à l'époque, mais je me chiais dessus sur la démo, donc j'ai évité. Je crois que j'avais genre peut-être 15 ou 16 ans. Je l'ai fait là sur la version PC et au final c'est pas si flippant. Je pense même que le début du jeu est le plus flippant en vrai. Une fois qu'on a appréhendé le système de jeu, en vrai tout est un peu prévisible. Le jeu essaie pas forcément de vous faire peur via des screamers mais via son ambiance. Mais si vous n'êtes pas sensible au folklore japonais, je doute que le jeu vous fasse peur. On sent que c'est un jeu japonais pour des japonais à la base. C'est pas un mauvais jeu, mais je me suis pas beaucoup amusé dessus. Et en plus d'avoir des phases de backtracking un peu pénibles et une linéarité pénible aussi, voilà, j'ai eu du mal à être pris par le jeu. La narration se comprend assez bien au moins et l'ambiance reste réussie, mais je ne me le recommanderai pas pour autant. Je laisse quand même une chance au futur remake du 2 qui arrive très prochainement, car apparemment la prêtresse des eaux noires est le moins bon épisode de la saga, si je m'en fie aux fans, donc on verra bien. On retourne du côté des jeux indés avec Paper Grinder qui est un platformer 2D au pixel art un petit peu particulier je trouve. C'est pas moche du tout mais c'est spécial et c'est fait par la team Devolver. Notre outil de jeu sera une foreuse qui permet de forer. à travers les murs ou sols, et en soi le gameplay il est bon. Le level design n'est pas mauvais et on a même des gimmicks qui se renouvellent. Mais malgré la courte durée du jeu, on a l'impression qu'il dure beaucoup plus longtemps car on a l'impression de répéter souvent la même chose. Là où le bas blesse un peu, c'est que le jeu finit par manquer de folie sur la longueur. Même si les décors changent entre les plages et les grottes, le schéma terre, vide, terre se répète pas mal et on finit par ressentir une certaine monotonie mécanique. Une fois qu'on a bien l'inertie de la foreuse en main, les niveaux se ressemblent un peu tous dans leur structure et c'est pas les quelques gadgets ajoutés ici et là qui arrivent vraiment à briser cette sensation de déjà vu. Je me le recommanderais quand même car il propose une vraie expérience sympa et originale, mais ça n'ira pas plus loin. Bon, alors ce jeu, j'y ai joué de manière purement random. Venus Vacations, Dead or Alive Extreme Prism. Et je sais même pas si j'ai dit le nom dans le bon ordre, bref. Bon, déjà, faut partir du principe que c'est un spin-off de la défunte série Dead or Alive qui a eu le droit à plusieurs opus. Celui-ci sera sous format de visual novel où on est en charge d'une équipe de mannequins qui participent à une sorte de concours de beauté. Et notre rôle, en plus de les manager, est de les faire monter dans le classement en les prenant en photo. Et même si le jeu a une grosse rejouabilité car de nombreuses routes à suivre, c'est pas forcément intéressant je trouve. L'aspect photographie est poussé loin et c'est super bien fait, mais bon, ça a pas suffi à me convaincre et je me suis fait chier pendant la majeure partie de mes heures de jeu, donc ça ira dans les jeux que je me recommande pas du tout. Bon, un des pires jeux que j'ai fait cette année, il va directement dans cette catégorie là, au moins comme ça, voilà, vous n'êtes pas surpris. Mais alors pourquoi vous allez me dire ? Alors déjà le pixel art je trouve moche, les décors passent mais bon c'est pas non plus magnifique, mais alors les sprites et les animations sont vraiment pas beaux je trouve. Le level design est aussi assez inégal, les niveaux sont parfois inutilement longs et manquent de génie, ce qui casse un peu le rythme effréné que le jeu essaie d'imposer. On peut aussi parler de l'équilibrage, certaines transformations sont clairement au-dessus des autres, ce qui rend une partie du gameplay presque anecdotique. Enfin pour les puristes du genre, les combats de boss manquent parfois de finesse et se résument trop souvent à bourriner la touche d'attaque en espérant que ça passe, plutôt qu'à vraiment apprendre des patterns complexes. Et alors le hub du jeu, oh là là, mais on y passe du temps, et c'est pas positif du tout tellement à chaque fois c'est de plus en plus chiant. Bref, un des pires platformers 2D que j'ai fait.
Resident Evil 7, un jeu que je n'ai jamais osé lancer. Et il aura fallu attendre que je le commence avec un pote pour enfin le faire. Non mais pour vous donner une idée de mon niveau de flippette, quand j'arrivais ici, hein, donc vraiment genre peut-être à même pas 10 minutes de jeu, et ben je le fermais le jeu. Ah non mais quand je vous disais que j'avais peur, moi j'ai très facilement peur, hein, je vous l'ai dit. Mais bref... Un épisode en vue FPS qui nous plonge dans la vision de Ethan. On part chercher notre femme disparue suite à un message vidéo qu'elle nous aurait laissé. Et si effectivement ça change beaucoup grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, de la vue FPS, et ben la structure en elle-même, elle est similaire aux anciens Resident Evil. On est dans un bâtiment qui va nous faire des allers-retours, demandant des clés pour avancer, avec ensuite des nouvelles zones reliées au bâtiment principal, ce qui correspond totalement à Resident Evil 2. Alors oui, les monstres sont juste dégueux et n'ont aucune DA, mais bon, c'est cohérent au lore au moins. J'ai apprécié le fait que Baker soit un Mr. X. C'est un épisode que j'ai adoré faire et sur lequel je me suis vraiment chié dessus. Il ira totalement dans les jeux que je me recommande fortement, même si, bon, le redesign de Chris, il est dégueulasse. En parlant de Chris, parlons de son DLC Not a Hero. Le DLC se passe juste après, mais vraiment juste après Resident Evil 7 et le but final c'est de buter le fils des Bakers qu'on a pas réussi à tuer pendant notre aventure avec Ethan. Et pour le coup, bon, vu qu'on joue Chris, on n'a jamais vraiment peur. Le personnage parle régulièrement et sort des phrases qui montrent qu'il n'a pas peur, donc même si des séquences sont un peu oppressantes, on n'a jamais vraiment peur et puis bon, on est aussi plutôt bien armé. C'est un DLC qui est court, mais sympa à faire quand même, donc il ira juste dans les recommandations. Mais toujours avec Resident Evil 7, on passe sur le DLC End of Zoe qui est aussi une suite au jeu de base. Et alors là, les devs ils ont juste pété un câble. On joue le frère du père Bakers et lui, il n'a pas d'arme. Il tabasse les monstres à gros coups de poing. Même le gros monstre qui vous poursuit, il le tabasse. Non mais je trouve ça tellement absurde en fait, mais bon, c'est marrant au moins. La progression se veut beaucoup plus linéaire que le jeu de base, mais ça paraît plutôt logique. Bon, ce DLC, comme je l'ai dit, il est vraiment absurde, mais c'est aussi ce qui fait son charme, donc je vais quand même me le recommander. Prince of Persia, l'âme du guerrier. Alors on va faire court. J'ai tenté de jouer au jeu via Steam et autant j'apprécie énormément le parcours, autant les commandes sur PC sont hyper compliquées à comprendre car les boutons ne sont pas adaptés à la manette. Donc juste sur le tuto c'est galère. Le boss du tuto de toute façon il est aussi putain de dur, c'est affolant. J'ai vraiment passé plusieurs game over dessus. Mais en fait j'ai pas pu finir le jeu. Le jeu buguait au même endroit et soit j'avais un écran noir d'un coup qui m'empêchait d'avancer et je finissais par mourir pour pop dans le vide, soit il se passait ça. Donc il ira dans la case marche pas et je ferai la version GameCube cette année. Bon alors, Monster Hunter Wilds, un jeu que je n'attendais absolument pas et que j'ai acheté sur un coup de tête car ça me donnait l'occasion de jouer avec un pote. Avant ça, mon expérience avec les Monster Hunter se résume à Rise, où je n'avais rien compris, mais alors vraiment rien. Hein. J'ai eu plusieurs génériques de fin, je sais pas pourquoi, je comprenais rien à la gestion des objets et de l'inventaire, ni de la quête principale, si en vrai il y en avait une, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, et j'ai rien compris, alors qu'il me semble c'est un jeu qui est plutôt bien apprécié de la commu. Mais bon, en vrai pour le coup, Wilds ça a été plus facile à prendre en main. J'ai mieux compris l'inventaire, le gameplay, la quête principale était plus claire et la chasse aux monstres aussi, même si c'était une galère de fou de jouer entre potes. Genre vraiment, je sais pas si ça a évolué depuis, mais c'était hyper dur de jouer ensemble. Mais voilà, je pense que ce genre de jeu c'est difficilement compatible avec moi. J'ai bien aimé malgré des contrôles assez pénibles, mais tout seul, je sais pas si je m'amuserai autant. Je le mets quand même ici car c'est une bonne expérience et j'ai vraiment aimé Farm, mais voilà, c'est une petite recommandation par rapport à d'autres. Encore un jeu que j'ai fait en coop, Stardew Valley, que j'ai joué avec ma chérie et c'est vraiment un jeu de la détente. Bon, le jeu c'est le jeu du capitalisme, mais quand c'est pas en vrai, on le vit mieux. Plus sérieusement, j'y jouerai pas tout seul, mais c'est un jeu que je me recommanderais si je joue avec ma copine car vraiment j'adorais aller dans les grottes, tenter de les finir avec elle, aller pêcher et vendre mon poisson, faire mon potager, élever mes poules. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. The Legend of Zelda Twilight Princess ou mon Zelda préféré. Alors c'est un jeu que j'ai fait quand j'étais plus jeune aussi et c'était sur Wii, mais là pour la première fois je l'ai fait directement sur la GameCube et j'avais pas joué au jeu depuis son remaster Wii U et quel bonheur. Déjà infiniment mieux à manier car pas la Wiimote évidemment, mais quel bonheur de revisiter Hyrule et le crépuscule qui le hante. Oui, il garde l'exacte même structure que Ocarina of Time et oui, il est sur le papier moins bon.
qu'est-ce que j'aime ce jeu, putain. Son ambiance, ses OST, sa narration, ses personnages, la DA aussi, Midona, putain, mais le meilleur personnage assistant de la saga. Un Ganondorf avec une prestance, une Zelda qui n'a jamais eu une telle prestance royale, la violence que peuvent avoir certaines scènes et Link Lou, putain. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le manga qui, même lui, a des petits moments un peu violents et qui reste tout très cool vraiment à suivre. Hein. Je suis pas un amoureux de son gameplay, mais j'aime tellement Link Lou. Bref, c'est un Zelda que j'aime sur énormément d'aspects, et même si son rythme est vraiment plus lent, même plus mauvais que Ocarina of Time, bah ça m'empêche pas de bouffer le jeu. On reprend les Resident Evil avec Resident Evil Village où on contrôlera à nouveau Ethan et fera suite à Resident Evil 7. On est toujours en vue FPS, mais la structure de ce jeu se rapprochera un peu plus d'un Resident Evil 4 avec un hub connecté à différentes zones. Là où le 7 jouait sur l'angoisse d'être poursuivi et une ambiance glauque et dégueulasse, le 8 va jouer sur différents types de peurs dans chaque zone. J'aime énormément le fait que la première zone soit la structure d'un RE2 avec Dimitrescu qui vous pourchassera façon Mister X, et quand on passe à une autre zone, on arrive dans une zone qui jouera sur la peur des poupées par exemple. Je vais pas trop loin pour pas spoil, mais j'ai vraiment adoré l'idée, et même si la fin divise et à juste titre, bah écoutez, moi j'ai pris mon petit kiff hein. En tout cas, ce jeu qui sert à conclure l'arc de Ethan le fait parfaitement bien, et c'est mon Resident Evil préféré, donc évidemment qu'il ira dans les jeux que je me recommande fortement. Mais passons aussi au DLC de Resident Evil 8 qui est bien meilleur que les DLC de Resident Evil 7, et c'est pas forcément compliqué, tu me diras. Dans ce DLC, nous allons reparcourir des endroits que Ethan avait visités. On contrôle Rose, sa fille, des années plus tard, qui elle aura des pouvoirs. Mais malgré tout, on conserve l'aspect horrifique et oppressant du jeu de base vu qu'on contrôle un personnage apeuré. Je spoilerai pas le DLC donc j'en dirai pas beaucoup plus, mais j'ai vraiment aimé la narration et sa conclusion, et c'est un DLC vraiment qualitatif que je me recommande au même titre que le jeu de base. Kirby Planet Robobot sur 3DS, un des derniers jeux de la 3DS, et quel putain de jeu! Mais alors son level design est exemplaire, son utilisation des mechas est parfaitement maîtrisée, et se mélange super bien au pouvoir de base de Kirby. Même les boss sont tous géniaux, les redites de boss n'ont plus rien à voir avec leurs originaux. Genre Wispy Woods, on a enfin arrêté ce putain de combat traditionnel qu'on se tapait depuis je sais pas combien de temps. Le jeu joue aussi très bien avec la perspective et vous fait jouer sur plusieurs plans. C'est sincèrement à mes yeux le Kirby le plus parfait qui existe, qui rejoindra Ocarina of Time. Cette année je ferai Superstars, considéré comme le meilleur Kirby 2D aux côtés de Robobot. Et qui sait, peut-être que je vais me dire qu'en fait Robobot, eh ben, il est moins bien que Superstars, on verra. Persona 3 Reload, on va passer d'un extrême à l'autre, là par contre je vous préviens. Bon, je l'ai expliqué, moi les tours par tour c'est pas ma cam, mais malgré ça, Persona 5 Royal avait été un véritable coup de cœur, que j'ai bouffé mais vraiment à fond. Mais visiblement c'était un peu l'exception à la règle côté Atlus. Hein. J'avais essayé Soul Hackers et j'avais pas aimé, et P3R c'est pareil, c'est tout l'inverse de P5R, j'ai détesté. Alors avant qu'on m'insulte, je vais expliquer pourquoi, et j'ai pas dit que c'était un jeu de merde, hein. Voilà, donc on se calme. Déjà la narration elle est vraiment ultra fragmentée, quand il se passe quelque chose, c'est toujours plein de trucs d'un coup, puis plus rien pendant plusieurs heures. L'histoire commence fort, puis il faut attendre 20 heures pour que ça se bouge enfin. C'est très long 20 heures, mais vraiment très long. Alors alerte spoil, donc avancez la vidéo, timecode indiqué. Voilà, c'est bon, y'a plus personne ? Bon, quand Shinjiro meurt, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé de dire, mais tout le long du jeu, on veut te le montrer, mais il passe son temps à lâcher des points de suspension ou à nous faire le Dark Sasuke. Ils nous ont fait toute une mise en scène dramatique quand il meurt, alors qu'on m'a pas laissé m'y attacher. Genre, putain, mais c'est nul. Et en vrai, ça me fait chier parce que j'aurais aimé m'attacher au personnage et me dire, oh non, mais merde, quoi, ils l'ont tué. Mais non, genre, ils m'ont pas laissé le temps pour ça. Je suis désolé d'être dur, mais tout met tellement longtemps à se lancer, et le système de donjon n'aide pas, ce dungeon crawler de l'enfer. C'est pas un problème lié uniquement à ce jeu en soi, c'est le système de base qui pue, et non seulement c'est chronophage comme pas possible, mais ça casse aussi tellement le rythme. Y a aucun level design, tout est plat et se ressemble, y a pas de gimmick propre à chaque palier. Enfin, ce jeu c'est un jeu PS2 qui a été foutu sur Unreal Engine et qui a fait le strict minimum d'un remake. Je peux comprendre qu'on aime le jeu, notamment si on a été touché par les thématiques abordées. J'ai un pote qui adore le jeu, mais perso, je me suis fait chier, donc je vais pas du tout me le recommander. On retourne du côté des jeux de Gooners après Venus Vacation Prime, on va sur Nun Holy qui est un roguelike qui copie la structure de Hades mais avec des nonnes. Voilà. Au moins la base est posée. Et en vrai, j'ai bien aimé. Le jeu, il copie très bien Hades. Donc, il est cool à faire. Pas aussi bien qu'un Hades, mais il s'en sort bien. Les compétences sont facilement compréhensibles. C'est pas horrible. Visuellement, ça se joue bien, mais la difficulté, elle est pas vraiment élevée. En 4 heures, vous pouvez très largement le finir. Sans être transcendant, il reste un bon roguelike, donc il ira dans les recommandations. Mais bon, forcément,
Quand tu reprends exactement la même chose qu'un autre, tu feras quelque chose qui tient la route et qui est pas mal. On retourne côté Prince of Persia avec les sables oubliés que j'ai à moitié aimé. Sur ces phases de parcours, j'ai pas grand chose à redire. C'est toujours très bien exécuté et plaisant à parcourir. La mécanique de l'arrêt dans le temps permet des trucs vraiment sympas comme figer une cascade d'eau, mais niveau combat, ça pue un peu. On a un système beat'em all avec des vagues d'ennemis à tabasser et ça devient très vite chronophage. Et ça, même malgré l'arbre de compétences voulant donner une dimension RPG au jeu. Cet arbre de compétences et ce système de combat sont en trop et font ressentir la période où le jeu est sorti avec notamment ses QTE pas ouf. Je me le recommande, mais assez fébrilement. On passe à l'un des pires Resident Evil que j'ai fait, Resident Evil 0 sur 20. Je l'appelle comme ça, hein, mais il n'y a que 0 dans le titre. Hein. J'ai presque détesté l'expérience, si ce n'est d'ailleurs pas le cas. J'ai adoré le remake du 1, hein, mais alors là, quelle horreur! J'ai détesté le système de double inventaire. En fait, on contrôle 2 personnages. Et les 2 ont un inventaire. Mais du coup l'inventaire il est réduit. Et ça fait que chaque personnage a très peu de place. Et donc quand on a un gros objet, ça prend presque toute la place dans l'inventaire. Mais le truc, c'est que comme on peut pas poser ça dans des caisses comme de le premier jeu pour les récupérer ailleurs, et bah si jamais j'ai besoin de faire de la place, je dois poser ça au sol. Mais si jamais j'ai besoin de l'objet que j'ai posé genre à l'entrée du manoir et que je suis à l'opposé, je dois aller le chercher en faisant tout le trajet et me séparer de quelque chose pour le récupérer. Enfin putain, mais quelle idée de merde! Je vous jure que ça plombe absolument toute l'expérience, car sans ça, je pense que j'aurais apprécié le jeu. Bref, même si l'histoire comptée est bien, ça ira ici, car j'ai détesté faire le jeu et on va se contenter de regarder le lore du jeu sur YouTube. Bon, on change de registre et on passe sur Warhammer 40 000 Boltgun, qui est un Doom-like pur et dur. La même DA, le même type de gameplay, même vue FPS, même dynamisme, bref, un Doom-like pur et dur. Et je sais pas si c'est le style Doom-like que je n'aime pas ou si c'est le jeu qui le fait mal, mais j'ai pas forcément apprécié l'expérience. Alors j'ai adoré le gameplay et sa nervosité, vraiment d'aller vite en butant tout le monde c'est trop cool et satisfaisant, et pourtant j'ai réussi à finir par m'ennuyer. Je sais pas si c'est parce que ça devient vite répétitif et que tous les niveaux ont cette sensation de level design qui se ressemble, mais ça commence par être long comme jeu alors que j'y ai passé environ 8 heures et ressenti 15 heures. Peut-être que même Doom me donnerait cette impression, ou alors c'est vraiment le jeu qui pue. Quoi qu'il en soit, il ira dans les jeux que je ne me recommande pas, mais surtout pour ce ressenti de longueur et d'ennui que j'ai fini par ressentir. Et pour juger si c'est moi qui n'aime pas genre ou si c'est le jeu qui le fait mal, je pense que j'essaierai de faire Doom premier du nom cette année. Bon, là on passe à un pilier du jeu de plateforme, Super Mario World, un jeu juste purement excellent. Bon, déjà il est toujours magnifique, un bon pixel art vieillit toujours bien, et là on en a encore la preuve, hein, Berserk Boy. Ah désolé, il faut que je tape dessus. Sa physique elle est excellente, le gameplay est hyper complet, couplé au gimmick du jeu qui se renouvelle parfaitement, et un level design d'une richesse absolue, bah c'est vraiment le meilleur Mario 2D sans hésiter. Le nombre de chemins secrets c'est hallucinant et le jeu vous prend pas par la main, il est d'une difficulté assez relevée mais jamais insurmontable et surtout il le fait progressivement. C'est un jeu qui regorge d'ingéniosité même dans sa technique, mais peut-être parce que j'ai pas grandi avec et j'ai apprécié mon expérience sans plus. Il a toutes ses qualités et plus même, mais mon appréciation du jeu est moindre par rapport à d'autres jeux moins bons, donc je le mettrai pas en perfection et seulement dans les jeux que je me recommande fortement. Mais attention, il mérite aussi sa place dans la perfection, là c'est vraiment juste purement par rapport à mon appréciation personnelle encore une fois. Encore du Resident Evil et le dernier de cette vidéo vu que j'ai commencé le 2 mais jamais fini, donc il faut que je m'y colle. Resident Evil Révélation. J'ai une petite anecdote, c'est que le jeu étant sorti sur 3DS à l'époque, j'avais essayé la démo. Mais comme à chaque fois sur les jeux d'horreur de cette époque, j'avais tellement peur que j'ai joué plus de 20 minutes. Enfin j'ai pas joué plus de 20 minutes justement, et je pense donc que je me suis enfin vengé de mon moi plus jeune. Bon, ce Resident Evil c'est pas une merde, mais c'est pas non plus la folie. On comprend qu'ils ont voulu faire un retour aux sources puisqu'on se limite à une grande zone dans laquelle on va faire pas mal d'allers-retours, mais ça reste assez mal fait. La map est ultra mal branlée et on se perd un peu dans le jeu. La maniabilité est vraiment pas top, c'est un petit peu comme contrôler un frigo à roulettes sur une patinoire et ça empiète sur nos heures de jeu. C'est pas une bouse, mais la seule raison pour laquelle je me recommanderais le jeu, c'est parce que c'est un Resident Evil, mais comme Shadow the Hedgehog, je me dirais plutôt d'aller voir les cutscenes pour le lore, donc il ira dans les non-recommandations. Un jeu qui est plutôt connu et qui est l'opus préféré de beaucoup, dont moi,
Mario Kart Double Dash. Un jeu légendaire qui était le premier Mario Kart en full 3D. Il a la particularité de se jouer avec deux personnages, l'un qui jette les objets et l'autre qui conduit. Et putain que ça se contrôle mal. Non mais il faut le dire, la maniabilité elle est infâme. Et même si l'idée est cool, il faut plus jamais avoir d'objets propres à chaque personnage. Ça déséquilibrait beaucoup trop le jeu pour que ça ait sa place dans un jeu en ligne aujourd'hui. Mais malgré sa maniabilité complètement savonneuse et ses objets parfois trop cheat, mais qu'est-ce que j'aime ce jeu, c'est toujours mon opus préféré et je prends toujours un plaisir immense quand je relance ma GameCube. Il ira ici car je prends en compte les nombreux défauts qu'il a et que je n'ai pas cités, ça ne m'empêche pas de l'aimer énormément. Bon, on enchaîne sur Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass. Mais on va survoler la chose, hein. Je l'ai mis car je l'ai noté sur mon tableau personnel l'année dernière et que ce DLC a vraiment été la goutte de trop dans mon dégoût de Mario Kart 8. Le DLC, c'est une chiasse absolue. Les maps sont dégueulasses, comme c'est les maps de Mario Kart Tour upscale en HD. Genre putain quoi, c'est d'une laideur par rapport au jeu de base. Les tracés sont globalement mauvais quand ils sont pas illisibles. Les circuits de ville, si tu les connais pas, tu te retrouves trop facilement à prendre la mauvaise route, on perd complètement l'antigravité. Alors heureusement les courses relèvent le niveau comme le circuit Yoshi ou ce circuit, mais bon, il y a 95% de merde pour 5% de circuit sympa, donc pas besoin d'en dire plus, il ira ici. On retourne du côté de Rayman avec Rayman 2. J'ai fait la version Dreamcast et autant je l'aime beaucoup moins qu'un Rayman 2. Autant encore aujourd'hui le jeu marche putain de bien. Il y a des phases pénibles, carrément traumatisantes quand on est gosse, et son gameplay fait ressentir le poids des années qui ont passé, mais c'est toujours un putain de platformer 3D qui se joue toujours très bien aujourd'hui et que je me recommande énormément. Je ne le mets pas avec Rayman 3 car j'ai beaucoup moins d'affect avec le 2, mais ça n'enlève pas les qualités du 2. Assassin's Creed Shadows. Allez, je l'avoue, j'y suis allé avec des gros a priori. La licence n'ayant fait que de me décevoir depuis trop longtemps, à part Mirage, je me suis dit qu'on s'embarquait encore dans une merde. Et bah en vrai non. Sans être excellent, le jeu s'en sort vraiment bien. On retourne à des phases de parcours et d'infiltration avec Naoe qui sont réussies, mais on peut alterner avec un gameplay bien bourrin en jouant Yasuke. Et mine de rien, c'est vraiment jouissif de bourriner avec lui. La narration n'est pas des meilleures, mais elle se suit aussi très bien. Elle donne envie d'être suivie. Bref, franchement, bah j'ai vraiment aimé jouer au jeu. Et quand on sort de cette merde de Valhalla, ça fait du bien. Il est pas exempté de défauts, il a quand même des bugs bien cons, et son annexe est chiant. Ça fait toujours remplissage artificiel, mais par contre j'apprécie cette carte qui est plus digeste que les précédentes. Il n'y a pas 20 milliards de points d'intérêt qui te spoil ou aller chercher des coffres, donc il y a une vraie exploration possible, pas forcément très gratifiante, mais au moins on laisse le joueur explorer. Et c'est un jeu que je vais me recommander avec plaisir et je suis content que enfin un gros Assassin's Creed me plaise. Moi je suis plus de l'école de Prince of Persia, donc j'attends aussi énormément le remake des Sables du Temps qui est censé arriver bientôt, en espérant qu'ils aient pas fait de la merde avec. Bon, alors là, je vais devoir me retenir de ne pas écrire 5 pages juste pour ce jeu. C'est ma découverte de l'année. Je me suis lancé dessus car ma copine a découvert la licence cette année aussi, et elle m'a tanné pour que je m'y mette. Et putain, mais quel bonheur! Yakuza 0 quoi. Est-ce que le jeu il a des défauts? Allez, à la limite ce type de cutscene dégueulasse et une maniabilité un petit peu camion. Mais sinon putain, mais les musiques sont exceptionnelles, et que ça soit les musiques de combat, d'ambiance ou au karaoké ou même à la boîte de nuit. Combien de fois je suis allé faire le mini-jeu de danse juste pour ces musiques? Parce que oui, mais le secondaire est tellement bien. C'est très difficile de me faire accrocher à un secondaire. Mais lui, que ce soit ses mini-jeux ou ses quêtes, c'était toujours plaisant à faire et à suivre. On a toujours une narration sympa qui va soit finir par être comique, soit triste par exemple. Et que dire de la narration principale? On alterne avec Kiryu et Majima, on découvre leurs origines et comment ils sont devenus les personnages que l'on connaît par la suite. Et que ce soit Kamurocho avec Kiryu ou Sotenbori avec Majima, mais chaque ville est plaisante à parcourir et regorge d'histoires propres à la zone. L'histoire de Kiryu ne laisse jamais de temps mort, et l'histoire de Majima a une histoire plus triste, et pourtant c'est un kiff à suivre. Chaque personnage est plaisant à voir à l'écran, genre ce type là. Et dans mon livre, il est dans le top 3 des plus gros forceurs mais aussi des meilleurs vilains de jeux vidéo. Bref, c'est dur de parler du jeu sans spoil et sans se perdre en quelques phrases, donc il ira ici dans la perfection. Et j'ai même pas parlé du mini-jeu de gestion de cabaret exceptionnel sur lequel j'ai passé 10 heures de jeu et qui sincèrement je considère que c'est un jeu dans un jeu, tellement c'est complet. Allez, on retourne du côté des jeux indés et on commence avec Children of the Sun, qui est une sorte de jeu de puzzle où votre but est de tuer tous les ennemis d'une zone avec une seule balle. Et autant au début c'est facile, mais quand on arrive à la fin du jeu, ça devient un
petit peu dur. La particularité de votre balle, c'est qu'une fois votre cible touchée, vous pouvez rediriger la direction de votre balle et de là, à vous de réussir à trouver le trajet optimal pour headshot toutes les personnes de la zone. C'est un jeu pour le coup qui est vraiment plaisant à faire, que j'ai apprécié faire et qui se fait en vrai en une après-midi. Donc je me le mets ici et en vrai n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très cool. On continue avec Rift of the Necrodancer qui est l'un de mes coups de cœur de l'année. On est sur un jeu de rythme par les mêmes développeurs que Crypt of the Necrodancer ou Cadence of Hyrule. Et autant j'adore les jeux de rythme, autant j'ai jamais réussi à trouver celui qui me fera rester dessus. Et bah écoutez, c'est chose faite. J'adore le gameplay de rythme, il faut connaître la particularité de chaque ennemi, mais une fois qu'on les connaît et qu'on connaît le rythme, le jeu devient hyper agréable. Le workshop est une plus-value de fou car ça permet de jouer des musiques créées par des randoms et ça permet une durée de vie presque infinie. Je sais que je suis très focus sur certaines musiques sur lesquelles j'essaie de choper le rang S. En tout cas, il va dans les jeux que je me recommande fortement. On retourne sur du Yakuza avec Kiwami qui est un remake du premier opus. Alors du coup j'ai jamais fait l'original et j'ai découvert la licence avec le 0. Et il faut quand même le dire, j'ai quand même un peu moins kiffé. Alors le jeu il est pas mauvais du tout, même au contraire. C'est plutôt qu'on sent vachement que c'est le premier jeu et que le remake n'a pas cherché plus loin qu'à refaire le jeu tel qu'il l'était. La narration a un rythme plus pénible, il y a des moments de mou et on ressent surtout la manière de narrer de l'ère PS2 qui passait à l'époque mais pas forcément aujourd'hui. Dans sa structure globale en fait on sent que c'est un jeu PS2 et que c'est un petit peu ce qui ampute le jeu, mais bon contrairement à Persona 3 Reload ça a très bien vieilli. J'ai quand même aimé faire le jeu et je me le recommande, mais pas autant que Zero ou Kiwami 2 qu'on abordera un peu plus tard. Ah je l'ai dit, j'essaie de faire dans l'ordre que j'ai fait les jeux. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Le dernier jeu Donkey Kong Country qui est développé par les incroyables Retro Studios. Et le jeu est juste purement excellent. Un platformer 2D comme on en fait rarement aujourd'hui. Un level design exemplaire. Une difficulté bien corsée sans aller dans l'absurdité. C'est pas gratuit, mais c'est pas insurmontable. Les niveaux secrets sont plus difficiles, mais quand on les réussit, c'est tellement gratifiant. Le point noir que j'irais donner au jeu, c'est ses boss. Pas forcément intéressant à combattre et surtout putain de long. Mais alors l'OST par contre, elle sert tellement bien le jeu. Merci David Wise pour cette composition folle, un jeu qui ira très largement dans les grosses recommandations. Dragon Ball The Breakers. Bon, alors on va survoler cette merde, qui est un Dead by Daylight version Dragon Ball. Et c'est vraiment juste un DBD en 1000 fois moins bien. Le jeu est dégueulasse, ça se contrôle putain de mal, et en tant que survivant, y a rien de marrant à jouer, c'est chronophage comme pas possible. 100 fois pire que DBD, vraiment. Cette merde a du cross-platform alors que Sparking Zero n'en a même pas. Genre, comment c'est possible? Et le pire, c'est que le jeu, il a encore un gros suivi alors qu'il y a personne en ligne. Bref. Vraiment, je pense que c'est peut-être la seule fois de la vidéo que je vais dire ça, mais vrai jeu de merde. Allez, on repasse sur quelque chose de plus intéressant, Donkey Kong Bonanza, le gros jeu actuel de la Switch 2. Alors, est-ce que j'ai aimé? Oui. Est-ce que je me le recommande? Oui. Et il va même ici, dans les recommandations. Au moins voilà, au moins c'est posé. Par contre, est-ce que c'est un bon jeu? Mais si vous avez aimé Odyssey, je pense que c'est compliqué de pas aimer Bonanza. Mais il a tous les problèmes que Odyssey avait déjà. Ce manque de level design intéressant, sa collectionnite aiguë qui ne gratifie en rien le joueur d'avoir trouvé une banane, on t'en met pour tout et rien comme dans Odyssey, donc on n'a jamais le sentiment d'être récompensé. Le gameplay pur du jeu est excellent, mais même les Bonanzas sont moyennes. La Bonanza du serpent ne sert quasiment jamais, et que ça soit moi, plein de gens à qui j'ai demandé, tout le monde avait oublié qu'on peut arrêter le temps avec le serpent, alors que parfois c'est juste ce qu'il faut faire. On a des Bonanzas qui se révèlent complètement inutiles, et c'est dommage car il n'y a que la phase finale du jeu qui se sert de toutes correctement. Mais bon, c'est trop tard à la fin du jeu, car la dernière partie du jeu par contre elle est vraiment mais putain de excellente. Alors attention, alerte spoil, allez encore au timecode indiqué, voilà, là j'espère que vous avez mis pause, je pense que vous êtes au timecode, c'est bon. Bon, K. Rool qui revient, c'est oui, son arrivée elle est mémorable, son boss final est super bien foutu, et toute la phase dans la ville est top, et ce remix putain. Et pourtant j'applaudis beaucoup de choses, sa mise en scène pendant les cinématiques, l'alchimie entre Pauline et Kong qui se renforce au fur et à mesure du jeu, les expressions de Kong et notamment les musiques de Pauline, la technique du jeu qui nous rappelle pourquoi Nintendo était considéré comme des maîtres de la technique dans le jeu vidéo, la technologie voxel qui permet justement de tout détruire en temps réel avec vraiment des gravats qui ont de la collision vraiment détaillée, c'est incroyablement bien utilisé. Mais putain, le nombre de strates de merde qui rend le jeu putain de chronophage, les méchants complètement oubliables, des boss vraiment mauvais, et je me répète, mais cette collectionnite aiguë éparpillée à travers des mondes pas intéressants à explorer ou cassés vu que c'est le but du jeu. Bref, je me le recommande quand même car j'ai passé un bon moment, je me suis amusé, et franchement, il a toujours autant de défauts qu'un Odyssey, et c'est dommage.
On continue avec Donkey Kong Country, le premier opus de la saga Country, et putain mais quand je vois ce jeu, je comprends que je dois rattraper beaucoup de jeux des années 80 et 90 pour me rendre compte du génie de cette époque. Oui, il a une maniabilité qui a quand même vieilli, quelques hitbox foireuses, notamment sur les boss, mais putain, un level design de génie, une difficulté parfaitement bien dosée, une OST fabuleuse déjà signée David Wise à l'époque, et si on met dans le contexte de l'époque avec un filtre CRT, le jeu, il est beau. J'ai toujours pas fait le 2 qui apparemment est encore mieux, mais ça m'empêchera pas de mettre le jeu ici. Portal, bon bah un excellent jeu. Une narration qui n'est pas une des meilleures, hein, mais qui se suit malgré tout très bien et s'emboîte parfaitement au jeu, et surtout une physique et des puzzles de fou. Je rappelle que le but de Portal, c'est de résoudre le puzzle de chaque salle pour passer à la suivante, et il y a une telle créativité à chaque fois, cette gestion de portail, c'est juste ingénieux. Très content de l'avoir fait, et de savoir que la célèbre phrase « The cake is a lie » provient de ce jeu, qui ira évidemment dans les grosses recommandations. Allez, on passe sur un jeu multi. Repo, un jeu qui se joue à plusieurs, sinon je trouve qu'on s'emmerde. L'idée est plutôt simple, on avance de bâtiment en bâtiment, et à chaque fois il faut récupérer un maximum d'objets ayant de la valeur pour passer à la zone suivante. On a différents types d'ennemis ou entités qui soit réagiront à la vue, soit au son, et en vrai c'est vraiment drôle quand vous jouez avec des potes. Mais dans mon cas, au bout de quelques games, je sens déjà un petit peu l'ennui venir. C'est un jeu que je me recommande, mais à petite quantité et pas en y jouant 3 heures en tout cas. Kamiko, un jeu que j'ai acheté quand j'ai eu ma première Switch et que je n'avais jamais fini. Et en y rejoignant cette année, bah j'ai compris pourquoi en fait. Le gameplay il est bien, mais putain on finit tellement par vite s'emmerder, je suis désolé. Le but c'est de passer à la zone suivante en ramenant des sortes de clés, mais une fois que vous faites la première zone, bah on peut presque dire que vous avez fini le jeu. Le décor change, mais globalement c'est la même chose, pas de nouveautés particulières, et c'est donc d'un répétitif horrible. Et même Sonic Heroes l'est moins, c'est dire. C'est pas de la merde, mais je me le recommande pas pour autant. Ninja Gaiden Ragebound, littéralement mon premier Ninja Gaiden. On est sur un platformer 2D avec un level design vraiment bon, on a des gimmicks qui se renouvellent et le double gameplay se joue bien. J'entends par là que sur certaines phases, il faudra jouer un autre gameplay pour avancer le niveau et c'est franchement bien fait. Mais le truc c'est que j'aurais aimé que son gameplay à elle, oui j'ai oublié son nom, soit gameplay à part, surtout que l'acte 3, bah je l'ai trouvé juste pas ouf. C'est long et les environnements sont beaucoup plus pauvres et j'ai fini par m'emmerder pour être franc et skip tous les ennemis. Je voulais juste terminer le jeu. Je vais quand même me le recommander parce qu'il y a vraiment des très bonnes choses, mais il y a quand même une déception vis-à-vis du dernier tiers du jeu. On passe sur un jeu rétro de mon enfance, Les Indestructibles. J'avais joué sur PC et parfois vous savez il y a des jeux, il vaut mieux qu'ils restent dans notre tête. Et bah lui il en fait partie. Alors il y a du positif, on a le doublage du film et ça retrace quand même le film dans ses événements. On a même le droit à des extraits du film en guise de cinématique et on a l'exploit d'avoir des gameplays qui se renouvellent. Mais c'est nul. Le gameplay de Monsieur Indestructible est évidemment répétitif et même la structure de ses niveaux le sont, en plus d'avoir des énigmes mauvaises. Celui de Lastiger, bah, c'est en vrai la même chose que Monsieur Indestructible, mais en version élastique et donc avec des moves un peu différents, mais ça reste bourrinage et puzzle entre guillemets avec son élasticité. Les phases avec flèche c'est de la merde, ça se manie mal, c'est dur, et il veut pas fermer sa putain de gueule. Dégage! Il faut que je me refroidisse. Oh! Brûlure par friction! Voilà le bus! Putain, mais ta gueule, Flèche! Violette, c'est un gameplay de discrétion et qui est plutôt sympa. Et quand vous jouez Violette, avec Flèche, vous avez un gameplay boule de flipper juste casse-couille. Et en sachant que le seul boss du jeu, c'est le même boss 3 fois, avec juste une variante pour le boss final. Bref, un bon jeu de merde à licence que... Enfin, voilà, j'ai pas besoin de dire où je le place, quoi. Allez, Tori Saturn. C'est encore un jeu très court et c'est pas le premier Tori. Cet opus lui va être une lettre d'amour à l'ère Saturn et Dreamcast dans sa DA à travers des niveaux faisant référence à de vieux jeux comme Sega Rally. On a une vibe Sonic-like vu qu'on est sur un jeu de vitesse en 3D et qui est super agréable à parcourir. Et on a même Johnny Jolly. Je déconne même pas. Pour info, c'est le gars qui chante la plupart des musiques Sonic. J'aurais tendance à dire en plus qu'il a mis Johnny sur ce niveau de course façon voiture pour faire référence à sa première musique avec John Senway dans le groupe Crush 40 et qui était pour le jeu NASCAR. En tout cas pour la petite expérience très sympa que c'est, eh ben je vais me recommander le jeu.
Bon, on retourne du côté de la merde avec Fast Fusion qui est dans la même lignée que Fast RMX sorti sur Wii U et Switch. Et alors je trouve ça fascinant qu'un jeu dans le style de F-Zero soit aussi merdique. Je vous le jure, mais c'était d'un nul. Le level design n'est plat comme pas possible, jamais il n'essaie de jouer sur une verticalité quelconque, le gameplay il est lent. Ça donne une sensation rapide alors que manette en main je vous jure que c'est lent. J'ai vraiment détesté et je préfère continuer mon aventure sur F-Zero GX qui est infiniment mieux. Portal 2 fait suite à l'excellent Portal 1. La particularité de celui-ci réside dans deux choses, le mode de joueur et Weasley, notre compagnon de voyage. Et ce qui est fou, c'est que le mode de joueur et le mode solo n'ont rien à voir. C'est deux expériences différentes. Dans le mode de joueur, vous contrôlez 4 portails, donc les puzzles sont adaptés à ça. C'est plus complexe, plus long, plus prise de tête, et le mode solo va avoir des puzzles plus complexes que le premier avec une narration intégrée au gameplay et un Weasley, mais tellement bien intégré et drôle. Ah je vous jure, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce personnage. C'est d'un cynisme. Non vraiment, j'ai adoré ce jeu. Ça relève juste de la perfection de toute façon. Allez, Sonic Riders, premier du nom. Un jeu exceptionnel qui brille par sa complexité de gameplay. Il n'est pas donné à tout le monde d'apprécier le jeu car il va falloir tryhard pour s'amuser là-dessus. Là où à Mario Kart tu peux inviter ton pote et jouer en étant sur un niveau plus ou moins équivalent. Là si tu as ne serait-ce que 2 heures de jeu, tu vas l'exploser. Ce jeu il se maîtrise autant dans son gameplay que ses circuits. Et c'est ça qui le rend aussi exceptionnel. Il faut apprécier la proposition et la difficulté du jeu. Et c'est pas donné à tout le monde encore une fois. Mais une fois maîtrisé, je trouve que ce jeu est un vrai bonheur à jouer. Il va évidemment dans les jeux que je me recommande fortement. On enchaîne avec Persona 5 Strikers. Alors là, j'étais curieux de voir le mélange. Mais on va pas se mentir, le rythme c'est une purge au début. Sans dire qu'on se fait chier royalement, les 10 premières heures de jeu sont d'une lenteur. Surtout si t'as déjà poncé P5. En fait, le jeu passe son temps à te réexpliquer le cast et les ennemis pour les nouveaux joueurs. Et le problème, c'est que si tu connais déjà, bah on s'en tape. On connaît déjà la bande, nous. Du coup, j'ai trouvé ça vachement chiant. Alors côté gameplay, j'avoue qu'ils ont été habiles pour mélanger le côté beat'em all avec la formule Persona. C'est bien tenté, mais parce qu'il y a un gros mais, pour un jeu typé Warriors, la sensation de puissance, le kiff du Musou, où tu déboîtes tout, eh ben il est jamais vraiment là. C'est plat et il n'y a vraiment aucune satisfaction de destruction massive et je trouve ça un petit peu dommage dans ce genre de jeu. En bonus, on a quand même des OST globalement excellentes, ça sauve l'ambiance, mais en somme, même si c'est une aventure sympa, on est quand même à des années-lumière de la claque P5R. Je me le recommande car j'ai pas passé un mauvais moment dessus, mais bon, c'est pas la meilleure recommandation. On part sur une pépite du jeu en coop, Split Fiction. Et je vais être direct, c'est infiniment mieux que It Takes Two. Et ce, sur tous les points. Alors oui, le jeu a un petit ventre mou au niveau du deuxième monde, mais on s'en fout parce que même là, les mécaniques, elles restent super solides. Ce qui est dingue, c'est comment le jeu alterne entre tellement de gameplay différents. Il t'envoie des tonnes de mécaniques sans jamais que ça fasse trop. Chaque monde a son propre gameplay, c'est dosé au millimètre. Et putain, mais cette séquence finale, mais qu'est-ce que c'était bien réalisé. C'est vraiment indéniablement le meilleur jeu en duo à faire. Je peux pas en dire plus, on vous spoil la gueule. Donc si vous pouvez, jouez-y et je me le recommande évidemment fortement. On enchaîne avec Star Fox Assault. Ma seule rêve des Star Fox du genre, c'est Star Fox 64 et Star Fox Command, mais bon, c'est un jeu DS donc on va dire que c'est quand même très différent. Et putain, j'ai pas le souvenir que la version 64 était aussi peu maniable. En vaisseau, la sensation est super dure à décrire, mais le contrôle de la caméra est juste horrible. C'est une lutte de chaque instant. Je parle même pas des phases terrestres, le level design est nul à chier. La maniabilité est excessivement rigide et dégueulasse. C'est une sorte de gameplay à la Resident Evil 4 mais sans le savoir-faire du jeu. On dirait qu'ils ont essayé de copier un truc sans comprendre pourquoi ça marchait ailleurs. Et pour couronner le tout, on se tape une durée de vie médiocre, mais bienvenue vu la médiocrité du jeu, avec un contenu tout aussi médiocre. Et franchement, il n'y a pas grand chose à sauver ici. Je vais pas du tout me le recommander. Et en plus, le jeu est juste moche. Je suis désolé, mais comment ce jeu est sorti des années après Star Fox Adventure? Putain, merde! Allez, on repart du côté de Inazuma Eleven avec le premier opus de la saga Go se déroulant 10 ans après les événements de Mark Evans. Cette fois-ci, on va suivre l'ascension de Arion Sherwind. Alors on va dire que le downgrade évident c'est sur les zones, vu que c'est le premier opus, on a moins de zones que le Inazuma Eleven 3. Mais malgré tout, on en a quand même pas mal. Mais c'est surtout car les matchs du Football Frontier, donc le tournoi du jeu, se passent à chaque fois dans un stade spécifique. Et une fois le match fait, et bah on retourne plus jamais là-bas. Donc en fait, juste oui, certes, il y a plein de zones, mais bon,
on y passe juste le temps d'un match la plupart du temps. Alors sur la narration, c'est bien, mais un peu lent et ça se tire un petit peu en longueur. Le souci est le même qu'avec Inazuma Eleven 1. Vu que le jeu a pas le temps de développer tout le monde, on se retrouve avec une équipe où à peine 50% des personnages sont intéressants. Genre Eugène ou AD, enfin je suis désolé mais on s'en branle. Après l'histoire avec le 5ème secteur est cool, même si j'ai du mal avec le truc du football régulier, mais là c'est personnel, mais c'est quand même appréciable à suivre. Par contre, le jeu tire un peu en longueur au bout du dernier quart. Côté gameplay, la nouveauté c'est les Keshin, ou en français les esprits guerriers, et ça apporte une plus-value intéressante. Mais la vitesse du jeu, paraît mine de rien assez lente. C'est un jeu que j'apprécie, mais c'est pas mon préféré, donc il ira dans les recommandations seulement. Parlons de Kirby's Dream Land 2. Là, on est sur une suite qui prend le premier opus et qui l'améliore en tout point. Et en vrai, c'est assez bluffant ce qui a été fait sur la Game Boy. Faut pas oublier que c'est sorti dessus. Pour un deuxième opus, voir une telle progression, ça fait plaisir. Alors oui, le jeu, il a un point faible, c'est ses boss. Leur gameplay, il est assez mauvais, on va pas se mentir, c'est pas le moment le plus fun à faire du jeu. Mais à côté de ça, le level design est plutôt pas mal. Surtout pour un jeu Game Boy, encore une fois, tous les pouvoirs sont mis à l'œuvre intelligemment et même l'ajout des animaux est super bien foutu. Ils sont bien utilisés dans la progression du jeu. Franchement, voir une amélioration pareille sur la même console, c'est vraiment cool, c'est un jeu que je me recommande. Mais bon, en vrai, par esprit de nostalgie, je préfère le premier. On reste sur Kirby avec le contenu DLC du monde oublié sur Switch 2. Et franchement, et qu'est-ce que c'était bien. Alors déjà, j'adore le jeu de base, vraiment. Pour moi, c'est l'un des meilleurs platformers 3D de la Switch. Si ce n'est même le meilleur, en vrai, je pense. Et c'est un de mes jeux préférés de la Switch. On est sur un level design aux petits oignons et une revisite de certains niveaux vraiment très bien réalisés. Ça fait plaisir de voir qu'ils ne se sont pas forcément foutus de nous. Les nouvelles transformations sont aussi bien sympas. Même le 100% est super agréable à faire. Tu vois pas vraiment le temps passer et la nouvelle arène est trop cool. Elle apporte un vrai challenge. Ma seule petite déception, c'est peut-être le final que j'ai trouvé un peu moins grandiose que celui du jeu de base. Mais bon, je chipote parce que le design global et la difficulté, j'ai vraiment adoré. C'est une super extension qui vient conclure le jeu en beauté. Si vous avez kiffé l'aventure principale, c'est impossible que ce DLC vous plaise pas, vraiment. Et moi aussi, il m'a énormément plu. On replonge dans un jeu de mon enfance et franchement, c'est aussi bon que dans mes souvenirs. Alors ouais, certains défauts de l'époque piquent un peu, notamment le backtracking qui est juste là pour rallonger artificiellement la durée de vie et qui aurait pu être comblé par un système de téléportation ou d'atterrissage quand on est dans l'espace dans une zone spécifique. Mais le jeu reste solide dans son ensemble. La formule est clairement pompée sur Zelda et ça fonctionne parfaitement. Et malgré ça, le titre arrive à garder son identité. Par contre, on sent que la fin a été un peu rushée. Les dernières zones sont super courtes, pas forcément intéressantes, ça sent le développement précipité à plein nez. Faut dire que je crois à ce moment-là, Rare et Nintendo étaient pas forcément dans un très bon accord. Niveau difficulté, c'est bien dosé, c'est jamais insurmontable, mais tu sens bien la progression entre le début et la fin. Et mention spéciale aux phases en vaisseau, elles sont super réussies, bien plus agréables que dans Assault, alors que c'était censé être le cœur du jeu là-bas. Bon, par contre, gros point noir, devoir se retaper tout le chemin à pied quand tu foires une épreuve, c'est vraiment frustrant de fou. Genre oui, ok, ça arrive pas tout le temps dans le jeu du coup, qu'à certains moments, mais vraiment, c'était pas agréable. Gros big up à cette épreuve qui m'a traumatisé à l'époque, et en vrai en le refaisant, je comprends pourquoi, mais par contre je trouve qu'elle est incroyable à faire. Visuellement, le jeu met encore une claque, c'est tout simplement superbe au point de surpasser certains jeux récents. Après, c'est pas compliqué quand on voit la gueule de certains. Bref, un jeu d'enfance qui a gardé tout son charme et qui reste aussi bon qu'à l'époque, c'est juste un classique. On va parler du DLC de Donkey Kong Bonanza, l'île aux émeraudes. Et c'est une putain de honte ce DLC. Le faux système roguelike est un peu sympa, ça permet de cacher la merde sous le tapis, mais franchement c'est une insulte pour le prix. C'est littéralement l'équivalent de si on nous avait fait payer le monde du château de Peach dans Mario Odyssey. C'est une vraie honte, ça vaut à peine 5 balles. Ce DLC c'est le condensé de tout ce qui ne va pas dans le jeu de base. Tu fais 2 ou 3 runs et t'as littéralement tout vu, puisque après tu fais que répéter la même chose sur les quelques mêmes maps. Car oui, l'arnaque c'est que ça concerne même pas toutes les strates. Enfin je crois, alors j'avoue que je crois que ça va, tu peux vraiment aller au-delà de ce que le jeu te dit de faire, et peut-être qu'au-delà tu peux faire les autres strates, mais enfin bon dans tous les cas ce sera toujours la même chose quoi. Et même si le délire roguelike est un peu sympa, en vrai le jeu il t'explique jamais rien, donc c'est vraiment galère à comprendre ce que tu dois faire. Le DLC il a pas la carrure d'un jeu Donkey Kong et encore moins d'un Bonanza qui, même s'il avait des problèmes, c'était bien meilleur que ce machin. À ce prix là j'aurais voulu des nouvelles strats, un petit scénario et peut-être même soyons fous une nouvelle Bonanza. Mais non, on a rien de tout ça. Franchement j'ai jamais autant regretté un achat chez Nintendo et pourtant j'en ai acheté des merdes. C'est juste du foutage de gueule pur et dur.
on repasse sur du Sonic avec Sonic Battle. Et mon dieu, c'est vraiment horrible de jouer à ce jeu aujourd'hui. Alors, ouais, pour de la GBA, il envoie du lourd graphiquement, ça on peut pas lui enlever. Mais alors tout le reste, oh quelle horreur! La difficulté est complètement aléatoire, tu comprends jamais pourquoi tu te fais déglinguer. Et merde, le perso principal il devient intéressant qu'au bout de la 5e histoire, donc faut se taper tout le début pour qu'il devienne cool à jouer, puisque c'est que une fois que tu as débloqué certaines capacités que ça passe. Et le problème en plus de ça, c'est que justement, parlons-en, les capacités de Emerald, on comprend rien. En fait, le jeu ne t'explique pas, donc tu sais pas à quoi correspond à quoi, qu'est-ce qui fait quoi, à quoi correspondent les stats, tu comprends rien. C'est vraiment galère à comprendre, genre. Et pourquoi? Ça coûtait quoi de faire un tuto pour expliquer le truc? Et alors les combats en 1v2, c'est une horreur, c'est mal foutu, c'est frustrant, et au final le jeu se résume à spammer la même attaque en boucle en espérant que ça passe pour gagner. C'est vraiment juste une mauvaise expérience, et à part pour la gueule du jeu qui est sympa, il y a rien à garder, c'est juste chiant et mal équilibré, je me le recommande absolument pas. Team Sonic Racing. Bon, je note le jeu entre guillemets, enfin j'ai noté le jeu des années après sa sortie, et c'est principalement parce que je l'ai vraiment un peu reponcé quelques semaines, voire quelques mois avant Sonic Racing Cross Worlds. Et je vais pas passer par 4 chemins, mais ce jeu c'est selon moi, et je pense que c'est pas compliqué à dire de toute façon, le pire de tous les Sonic Racing. C'est tout simplement un jeu qui n'est malheureusement pas fini. Il manque cruellement de contenu, c'est complètement abusé. Oui, il y a un mode aventure, mais il est tellement mauvais. On passe son temps à répéter les mêmes missions sur différentes courses. C'est beaucoup trop long et lassant pour rien. Il n'y a même pas de mode bataille, alors que Transform on avait un super ingénieux. Le level design des circuits c'est pas mieux, c'est à moitié réussi. Certains tracés sont sympas, mais la majorité c'est juste de larges lignes droites où tu t'emmerdes très vite. Côté gameplay on se rapproche de Transform, sauf qu'on perd en fait les transformations, donc pas tant que ça. Ça ampute totalement l'expérience. Des pistes comme Ocean View qui avait un tour en bateau à la base, et ben là il n'y a plus rien. Je pourrais continuer des heures à cracher dessus, mais la conclusion est simple, c'est le plus mauvais de la bande. Ses seules qualités c'est qu'il a de jolis graphismes et une OST exceptionnelle, mais ça ne suffit pas à sauver les meubles. C'est pas une merde absolue car on peut y trouver une once de fun dans certains circuits, mais bon, ça reste très moyen. Si je dois retenir un Metroidvania actuellement, eh bien c'est bien Hollow Knight. Pourtant, c'était pas gagné. Les premières heures m'ont pas fait accrocher du tout. Il y avait certains boss que je trouvais franchement moyens, et en vrai j'étais difficilement dedans. Mais j'ai juste un petit peu forcé, et putain en fait j'ai fini par explorer ce jeu avec un immense plaisir. Au point de tomber sur le Path of Pain de manière complètement random, et de prendre un plaisir fou à le faire quoi. Vraiment c'est trop bien. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de détails partout. Genre... vraiment mais oh là mais tout était tellement fou, et quand tu te dis que t'as fini, tu en trouves encore. Non vraiment c'est génial. Je suis complètement tombé sous le charme du titre. C'est un pur chef d'œuvre que je me recommande à 1000%, et j'attends la version physique de Silksong avec impatience pour me lancer dessus. Ça fait beaucoup de jeux. Bon, je pense que personne de la vidéo n'aura vu soit la vidéo jusque là, soit n'aura vu tous les jeux. Mais bon, en tout cas, s'il y en a qui ont réussi, bah bravo. Mais on va continuer, on en a encore. Et on continue du coup avec Sonic Rush sur DS. C'est le jeu qui est les prémices un petit peu du gameplay boost qu'on aura à partir de Sonic Unleashed. Et le jeu est juste... et bah excellent. Développé par Dims, on a un level design au niveau des Sonic Mega Drive à mes yeux, avec un gameplay rapide et nerveux qui, comme les jeux Mega Drive, demande à être maîtrisé pour en profiter pleinement. On a même ce système de figures qui permet de remplir la jauge de boost pour essayer de conserver constamment un dynamisme propre au jeu. Mais il n'est pas exempté de défauts, et notamment ces boss sont un petit peu une purge. Certains sont débilement durs, mais surtout ils sont trop longs. Je vous jure, c'est vraiment beaucoup trop long. La caméra est aussi trop rapprochée, et on se prend trop facilement un obstacle ou un ennemi. La reculer un peu n'aurait pas été de trop, mais pour qu'on voit bien Sonic sur le petit écran de la DS, je suppose que c'était le meilleur choix. En plus, son OST funky va très bien en jeu. Bref, c'est totalement un jeu qui va dans les grosses recommandations. Et ben au moment où je vous parle, on a atteint les 2 heures de rec. Oh putain. On passe sur Pac-Man World Tour Repack. Alors... on va pas se mentir, c'est pas le jeu le plus incroyable ou le plus marquant de l'histoire, mais ça reste un bon petit platformer 3D. Et ce qui est cool, c'est que c'est du platformer pur et dur, ça se disperse pas. J'ai pas touché à l'original, donc je peux pas comparer les sensations, mais de ce que j'ai pu voir, ils ont fait un sacré boulot sur ce remake. C'est pas juste un lissage dégueu, ils ont carrément fait une refonte des boss, et franchement j'ai été assez surpris par le résultat. Bon, j'en garderai pas un souvenir mémorable, mais pas désagréable non plus. C'est pas un jeu incroyable, mais bon, c'est pas mauvais à faire. Ah, c'est sûr que je me suis 100 fois plus amusé quand même sur Astrobot, hein, ça par contre y a pas débat. Yakuza Kiwami 2. Bon,
Commençons par les quelques points négatifs. Déjà, le moteur physique, il est relou, hein, le Dragon Engine. Le ragdoll qui t'envoie à 5 mètres dès que tu te prends un choc, c'est vite pénible. Ou même les ennemis en vrai qui volent à 15 km au moindre coup. Ensuite, il y a beaucoup trop de compétences cachées derrière un arbre de talent bien trop loin à débloquer. Et dernier bébol, on perd les 4 styles de combat pour un seul. C'est dommage, même si c'est pas si grave que ça au final. Et ensuite, tout le reste, c'est du positif. L'histoire est folle, vraiment elle se suit, mais le problème c'est que t'as même pas envie de faire le secondaire tellement t'es pris par l'histoire. Le contenu secondaire en lui-même justement il est insane. Je regrette peut-être des quêtes secondaires un poil moins marquantes que dans Yakuza 0, mais bon attention ça reste très très lourd. Le retour du Saint Cabaret, vraiment hein, le cabaret donc que j'ai tant kiffé dans Yakuza 0 est de retour, et cette fois-ci on le fait avec Kiryu, et c'est toujours aussi bien, mais vraiment c'est toujours aussi bien. Tous les mini-jeux, le nouveau moteur qui rend le jeu magnifique, tout y est, genre vraiment, mais l'antagoniste est parfait, genre putain mais que je l'aime ce Ryuji, les persos secondaires sont toujours aussi intéressants, et cette saga Majima pourquoi vous avez fait ça? Je peux rien dire, hein, mais si vous l'avez vu, vous savez pourquoi j'ai versé une larme à un moment donné, quoi. Bref, si Kiwami m'avait un peu moins fait kiffer, Kiwami 2 m'a mis une gifle presque aussi grosse que Yakuza 0, c'est un banger absolu. On enchaîne avec PogDate, Pocket Dating Simulator. On est sur un genre de DDLC-like en pixel art qui essaie de briser le quatrième mur, mais on va pas se mentir, il va clairement pas assez loin dans sa proposition. J'ai quand même apprécié l'expérience parce que ça marche plutôt bien et l'ambiance est là, mais c'est frustrant. Jouer un peu plus avec les fichiers du PC ou l'interface n'aurait vraiment pas été de trop pour rendre le truc le plus poussé. Là, ça reste un peu en surface et ça se contente surtout de glitcher le jeu, et bon, voilà, au bout d'un moment, c'est marrant, mais on s'en lasse. Bref, c'est sympa, ça se fait bien, mais il manque ce petit truc en plus pour que ce soit vraiment marquant. Une expérience qui reste correcte, mais qui aurait pu être bien plus folle et que je me recommande doucement. On retourne sur Kirby avec Dreamland 3. Alors, je vais être direct, l'ajout de GUI, c'est pas forcément le point le plus positif du jeu selon moi. Sa lenteur et son temps d'étourdissement sont super pénibles, surtout quand tu compares avec les autres Kirby de cette période qui sont beaucoup plus nerveux. Mais malgré ça, le gameplay reste vraiment bien, malgré une lenteur certes pas forcément la bienvenue. Les animaux sont encore mieux exploités que dans l'épisode précédent, et le level design est toujours très bon. Il s'accorde globalement super bien avec les animaux et les différents pouvoirs. En plus, la difficulté est croissante sans jamais être injuste. C'est bien dosé. Et alors le jeu, il est juste magnifique. Mais vraiment, je suis complètement sous le charme de cette DA pastel. On dirait un dessin à la main. C'est graphiquement, mais vraiment mon jeu préféré de cette génération. Et rien que pour les yeux, c'est un pur plaisir. Yakuza Remastered 3. On s'attaque à Yakuza 3 et franchement, c'est pas la merde qu'on m'avait vendue. Je vais pas rentrer dans le détail pour pas spoiler. Les seuls points positifs que je trouve foncièrement mauvais, c'est la difficulté des combats qui est assez horrible, et les phases à Okinawa. C'est triste hein, mais Okinawa c'est vraiment le point noir du titre. On s'y ennuie ferme, et putain que c'est long. En fait il se passe pas grand chose, il doit se passer peut-être un truc toutes les heures sur 5 heures de moments à Okinawa, et en vrai il y en a même, on retourne à Okinawa à un moment donné dans le jeu, et c'est toujours aussi un peu chiant. En plus les combats sont vraiment trop durs pour rien parfois, et la montée en compétence est juste affreuse. Mais pour le reste, ça va. Ça passe même plutôt bien, le contenu secondaire reste intéressant, les mini-jeux aussi, et même si l'histoire a pas l'air d'apporter énormément de lore pour la suite de la saga, il faut surtout pas la zapper pour autant. Elle reste intéressante et elle aborde de la géopolitique, et ça je trouvais ça génial. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça vraiment con que littéralement la scène de fin se plombe dans la scène post-crédit. Je comprends pas l'intérêt. Bref, faut pas faire le con, faut pas zapper Yakuza 3, faut le faire, c'est clairement le moins bon des Yakuza que j'ai fait jusqu'ici, mais c'est ni un mauvais jeu, ni un jeu ignoré. On s'attaque à mon tout premier Silent Hill, et franchement, c'était une expérience qui était agréable. Le folklore japonais sous un angle horrifique et psychologique, c'était plutôt cool à découvrir. J'avoue que dans mon cas, j'ai eu bien peur par moments, surtout dans les phases closes à l'intérieur des bâtiments, ou dans la ville par laquelle on repasse plusieurs fois. L'ambiance y est vraiment pesante, par contre, je note des défauts assez déplaisants. Les armes qui cassent c'est chiant, alors oui je sais sa force est plus stratégique, ça rajoute de la pression parce que tu peux te retrouver sans défense, mais putain c'est juste chiant en fait. Et à la fin du jeu, la fin A en tout cas vu que c'est ce que j'ai fait, et c'était pas ouf. Le jeu te balance une multitude d'ennemis et évidemment les plus relous du bestiaire, ça gâche un peu le truc. Mais pour le reste, l'ambiance, les personnages, les décors et même le gameplay global, c'est un vrai régal. Par contre, j'ai rien compris à l'histoire qui est trop cryptique, qui oblige à fouiller pour trouver des éléments de lore et arriver à se comprendre. Pourtant j'ai regardé toutes les fins sur YouTube mais bon malgré ça j'ai pas
compris. Je me le recommande quand même, hein. Mais bon, voilà, c'est pas le meilleur jeu d'horreur que j'ai fait cette année. Legends Pokémon ZA. Écoutez, contre toute attente, j'ai bien aimé. Alors attention, je n'enlève en rien les problèmes techniques du jeu, qui sont une vraie honte. On est en 2025 et voir ça c'est grave. Sonic Unleashed en 2028 avait de vrais balcons, lui. Hein. Mais au-delà du carnage visuel, j'ai passé un bon moment. Alors, je l'ai dit, je suis pas un fan du tour par tour traditionnel, et j'ai vraiment kiffé la proposition en temps réel. C'est mieux réalisé que dans Arceus, et surtout beaucoup plus fun. Et contrairement à ce que certains disent, en fait les légendes ne sont pas destinées à être du RPG classique. Donc c'est débile de leur reprocher de tenter une autre approche de gameplay alors que tous les autres jeux de la licence font déjà la même chose depuis 30 ans et que donc on a largement de quoi faire si jamais on n'aime pas la proposition en temps réel. J'ai pas détesté Explorer Illumis non plus, sans dire que la ville est parfaite, et j'ai largement préféré cette zone condensée à l'open world horrible et vide de Écarlate et Violet. Par contre, l'histoire est d'un anecdotique. La fin relève le niveau, mais le reste est moyen. Et putain, mais le manque de doublage, c'est plus possible. Les cinématiques sont d'une fadeur, vraiment, genre. Je suis désolé, mais les cinématiques avec la streameuse. Putain, mais ça aurait été tellement mieux, c'est vu du doublage. Pareil pour l'OST, hein, c'est assez générique et à part 2 ou 3 thèmes de boss qui sortent du lot, c'est pas non plus la meilleure OST que j'ai écoutée de ma vie. Le secondaire aussi, c'est un gros point noir, c'est un amas de points d'exclamation sur la carte. Déjà que Illumise, bon, c'est pas non plus une super map, hein. Alors oui, il y en a, ils ont sorti l'argument du « Oh regardez, il y a de la verticalité, waouh, level design ». Non. De pouvoir aller sur les toits, c'est pas super. Genre, j'ai pas détesté Explorer Illumis, c'est pas pour autant que c'est bien, hein. Au contraire, c'était quand même vachement nul. C'est assez générique, hein. Mais bref, ouais, non, le secondaire il est à chier, hein. C'est indigeste et ultra répétitif. Tu fais la même chose en boucle pour avancer, c'est vraiment hyper lourd. Mais un point bonus que je vais donner à la VF qui est exceptionnel, et le jeu il représente bien les Français sur certains points, hein. Coucou la manifestation, mais la trad elle s'est fait plaisir et ça se sent et il faut saluer le taf. Bref, énormément de critiques sont justifiées, surtout sur la technique, mais à titre personnel je me suis quand même bien amusé sur le jeu. On enchaîne avec le dernier Bob l'éponge, les Titans des Marais, et franchement, c'est pas mauvais. Pour le coup, le jeu a des gimmicks propres à chaque monde, ce qui permet de bien diversifier le gameplay au fur et à mesure. Le level design n'est pas mauvais sans être transcendant non plus, hein. Et évidemment, le jeu il est pas moche, ça se regarde bien. Par contre, il y a des trucs ça fâche. La marmonnaration omniprésente, c'est juste affreux, ça s'arrête jamais. Les environnements manquent aussi un peu de diversité, le HUD est horrible, tant il prend de la place sur l'écran, et les cutscenes manquent clairement de mise en scène. C'est vraiment plat. Mais il y a des bons points qui rattrapent le truc. On a la VF du dessin animé, et elle est plutôt quali en plus. Le switch entre Bob et Patrick est très fluide et est utilisé correctement. Et clairement, le jeu fait très jeu de l'ère PS2 GameCube. Ça, c'est pas pour me déplaire, parce qu'au final, j'ai joué un pur jeu de plateforme à l'ancienne. C'est simple, c'est efficace, ça fait le job. Je me le recommande, mais voilà, c'est pas un jeu que je recommencerai un jour. Allez, Chibi Robo! C'est une vraie surprise ce jeu. Je l'ai découvert complètement par hasard en 2025 grâce au catalogue Nintendo Switch Online de la Switch 2. J'avais jamais rien vu dessus. Et franchement, quelle claque, mais quelle claque bizarre. Alors, autant j'ai adoré et autant j'ai aucune envie de le refaire. C'est typiquement le genre de titre qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. C'est un pur ovni de la GameCube, impossible à copier tant il est unique dans sa structure. On sent tout de suite la patte japonaise, que ce soit dans les références, les réactions des persos ou même les expressions de visage, hein, plutôt. C'est génial. La narration est un peu décousue, mais ça fonctionne super bien. Toutes les petites histoires secondaires finissent toujours par se relier à l'intrigue principale. Si je devais quand même lui reprocher un truc, en fait, c'est le manque de clarté. Parfois, on sait pas trop quoi faire ni où aller. C'est un peu la galère, mais au fond c'est aussi ce qui fait son charme. Faut explorer et expérimenter, tu découvres les choses par toi-même et tu te laisses surprendre par des événements complètement inattendus. Et pour un jeu tout public, le sujet, il est franchement particulier. Pour du Nintendo, on ne s'attend pas à un ton aussi atypique et mature dans les thématiques de la vraie vie abordée, mais ça marche de ouf. Bref, j'ai littéralement dévoré le jeu, un vrai régal du début à la fin. Mais malgré ça, j'ai pas envie d'y retoucher. C'est une expérience unique, marquante, mais qu'on ne vit qu'une seule fois. Le refaire, ce serait perdre un peu de cette magie de la découverte. C'est clairement un indispensable de la console. Du coup, je me le recommande énormément vu l'expérience que j'ai vécue et je vous le recommande aussi très sincèrement. Hyrule Warriors, les chroniques du saut. Ce dernier Hyrule Warriors signe normalement la fin du Zeldaverse de Breath of the Wild. Et honnêtement, il y a pas mal de trucs à dire et je ne pourrais clairement pas tout dire dans cette vidéo, donc je prévois potentiellement une vidéo critique de ce jeu. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Hein. Je sais pas, peut-être. Voilà, je vais essayer bon, ça sera pas des vidéos aussi longues, mais je vais essayer de faire plus de vidéos sur cette chaîne, d'avoir un rythme, une vidéo sur la chaîne Sonic, une vidéo sur cette chaîne, etc., etc.
Le jeu essaie de mixer la formule Zelda avec le Musou, encore plus que ne le faisait l'ère du fléau. Alors ça plaira pas à tout le monde, mais moi qui kiffe les Musou, j'ai été conquis par le mélange. C'est varié, même si on sent que sur certaines attaques synchro, ils se sont pas trop fait chier, parce que c'est juste un buff par exemple. C'est assez redondant parfois, mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre de jeu. Par contre, niveau gameplay aérien, waouh, j'aurais jamais cru voir ça dans un Zelda. C'était vraiment cool. On est sur un genre de shooter et ça marche super bien, genre vraiment j'adore. Côté lore, on est sur un terrain qui est un petit peu glissant. Le jeu est canon et mène à TOTK, mais ils s'en sortent avec des pirouettes de caméra pour justifier la présence du golem par exemple. C'est casse-gueule, mais bon, ça passe. Musicalement, c'est du bon, il y a des thèmes qui sont un pur régal. Par contre, il y a des points qui fâchent. Les quêtes secondaires, c'est du Musou pur jus. C'est chiant et répétitif à mourir. Le roster a des persos complètement random dont on se fout. Et le bestiaire, on s'emmerde. Affronter des chefs bocaux dans 80% des missions, c'est juste pas possible. L'excuse du genre ne tient pas. Mais alors la mise en scène, quel niveau! Et cette fin, putain! Oh, j'avoue que j'ai une petite larme. En vrai, c'est pénible parce que je peux rien dire et je peux rien montrer, mais vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. En bref, j'ai adoré l'expérience en tant que fan, mais on sent que le jeu se traîne tous les défauts habituels des Musou. Et par pitié, il faut qu'on se barre de cet univers. Je peux plus me voir les mêmes décors depuis 4 jeux. Même 10 000 ans avant, c'est la même chose. Faut arrêter au bout d'un moment. Allez, on passe à un gros morceau, le jeu que j'attendais le plus de toute ma vie, et je rigole même pas, Inazuma 11 Victory Road. J'attends le jeu depuis sa première version annoncée en 2017 sous le nom de Ares, qui a subi moult reports, je crois précisément 9 si je dis pas de bêtises, et surtout 2 reboots puisqu'on est passé à Great Road pour enfin avoir Victory Road. Et j'aime profondément ce jeu malgré ses très nombreux défauts. J'en ferai je pense une vidéo dans quelques temps, et ça sera une des plus grosses vidéos que j'ai fait, mais avant je pense qu'une rétrospective des Inazuma sera nécessaire. Le mode histoire me mitige un petit peu au fond de moi, mais c'est parce que contrairement aux autres Inazuma, il se centre beaucoup plus sur les personnages et pas sur les techniques. J'entends par là que la progression des anciens jeux se résultait par des nouvelles techniques spéciales ou des tactiques, mais là beaucoup moins, et on va plus faire évoluer les personnages pour faire évoluer le scénario. C'est pas forcément mauvais, mais c'est juste que on sent que c'est une première pour eux, qu'ils ont tenté quelque chose de nouveau, et ça se casse quand même un petit peu la gueule. Et quand on voit les séquences avec Harper, on se dit que le jeu a probablement subi un sacré découpage pendant le dev et qu'une deuxième histoire où on contrôle Harper était peut-être prévue mais fut annulée. C'est juste une théorie. Le mode histoire il reste bon, même si par exemple il y a cette séquence là qui dure extrêmement longtemps, qui consiste en gros à devoir recruter des joueurs, mais le truc c'est qu'on leur fait passer un test. Le truc c'est que là ce que vous voyez à l'écran, il faut se dire que ça dure un moment et qu'en plus de ça je dois le faire 5 fois et puis le refaire 5 fois et le refaire encore 5 fois. Enfin bref, c'est un truc qui prend au moins 20 minutes et c'est vraiment horrible à faire. C'était vraiment le pire moment du jeu. Mais alors par contre, la finale alors vraiment, c'était juste la meilleure finale de la licence. Et franchement, c'est pas loin d'être le meilleur match de la licence tout court, franchement, à mes yeux. Après on a le mode chronique, et là même en étant fan, c'est compliqué de dire que c'est bien, c'est hyper chronophage. Le but de ce mode de jeu est de refaire absolument tous les matchs de la licence, et sur papier c'est bien, mais dans la forme ça l'est un petit peu moins, car pour avancer au match suivant, il faudra le faire 2 fois. Une fois avec l'équipe prévue dans le scénario de ce match, où on revivra le match avec les dialogues aussi de ce match là en question, et une deuxième fois où on doit le faire avec notre propre équipe. Et à la sortie du jeu, c'était chiant, car les matchs, c'est long, et l'IA était tellement nulle qu'on leur a été 10-0 sans sourciller. Heureusement, les mages ont apporté des solutions à ça, mais les matchs scénarisés restent quand même un peu moyens. On n'a même pas de cinématiques, même pas celles des jeux DS, alors qu'ils les ont en HD dans leurs locaux, puisqu'on les voit dans l'opening de ce mode. On a juste des dialogues qui sont en plus de ça mal traduits, genre que ce soit peut-être dans la traduction des personnages, dans la traduction de techniques, des esprits guerriers, enfin c'est vraiment moyen quoi sur ça. À se demander d'ailleurs si l'IA n'est pas passé par là. Bon, ça reste sympa quand on est fan de la licence, mais je pense qu'un random va très vite passer son tour dans ce mode. Je vais pas plus m'étaler, et on dirait que j'aime pas le jeu en fait, comme je viens d'en parler, alors que je vous jure que je kiffe le jeu comme pas possible. Le farm est chronophage, mais je m'en branle, j'ai bientôt 300 heures de jeu quand j'écris ça, et le jeu kiffe le jeu. On enchaîne avec le dernier FNAF, et bon,
on va être honnête, c'est mieux que Security Breach, mais en même temps, c'est pas dur de faire mieux qu'un étron. Le gros souci, c'est que la licence a fini par se transformer en Poppy Playtime version FNAF. Et la tension, elle est inexistante, la peur a totalement disparu. Dans Security Breach, t'avais au moins la séquence avec Moon ou les souterrains qui étaient pesants, mais là, c'est le néant, y a rien. Je passe sur les quelques bugs qui te font partir en OB, hein, c'est même plus surprenant à ce stade. Ce jeu, ça sera probablement mon dernier FNAF. Je vais continuer à suivre l'histoire via des vidéos parce que c'est bien le seul point positif. Le lore, c'est sympa, et j'aime bien la finalité de l'histoire, mais c'est tout. Bref, Into the Pit était une bien meilleure proposition, et j'espère vraiment qu'ils vont repartir sur des jeux de ce genre, et pas des trucs comme Mimic ou Breach. Pour moi, c'est bon, j'ai donné. Je me le recommande pas en tout cas, surtout quand l'extension Into the Pit existe. On s'attaque à Shinobi Art of Vengeance, et là j'avoue que ça a été un peu la douche froide au début. Je m'attendais beaucoup plus à un platformer classique qu'à un pur hack and slash, donc ça surprend pas mal. Mais bon, une fois la surprise passée, c'était pas mauvais pour autant. Le système de combat est super fun, c'est le gros point fort du titre, le level design est bon, même si on sort clairement que c'était pas le point le plus bossy du jeu. On voit qu'ils ont préféré tout donner sur le côté hack and slash plutôt que de rester sur la lancée des précédents opus plus accès plateforme. Par contre, visuellement, c'est clairement magnifique. Là-dessus, j'ai rien à redire, le jeu envoie du lourd, la bande son est vraiment sympa aussi, ça colle bien à l'ambiance. Bref, c'est un changement de direction un peu brutal, mais l'expérience reste solide. Et quand j'entends les fans dire que Ninja Gaiden est plus Shinobi que Ninja Gaiden l'était, et à l'inverse que Shinobi est plus Ninja Gaiden que Shinobi l'était, je pense que les anciens Ninja Gaiden vont bien plus me plaire que le Rage Band. En tout cas, je me le recommande, et c'est une recommandation beaucoup moins fébrile que justement Ninja Gaiden Rage Band. On enchaîne avec Freedom Planet. Et si les boss sont clairement le point noir du jeu à mes yeux à cause de leur longueur et leur difficulté parfois mal gérée, et bah le reste est vraiment bien. Le jeu se veut être un Sonic-like dans la forme, mais quand tu creuses le fond, c'en est pas un. L'inspiration de Kirby et de Megaman se ressent de ouf, t'as un côté un peu plus orienté énigme que dans un jeu Sonic pour avancer dans les niveaux, mais c'est mélangé à un gameplay de vitesse qui se joue parfaitement bien. Le mix est super fluide, ça répond au doigt et à l'œil. Niveau histoire par contre, bah c'est assez osef pour être franc. J'avoue que j'aurais dû directement lancer le mode sans histoire pour m'épargner ça, parce que vraiment... J'ai même pas suivi, ça m'a pris du temps pour rien les cinématiques. Mais bon, ça n'enlève rien au fait que c'est un platformer 2D très intéressant et ça m'a clairement donné envie de faire sa suite. Kirby Riders. Après avoir fait le premier opus l'année dernière, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à une suite. Et pourtant la voilà. Alors pas forcément besoin de s'étaler des plombes, ça reste foncièrement le même jeu dans sa globalité. Oui, on a des nouveaux circuits, et il y a un bouton qui permet un truc en plus, mais je vais pas mentir, entre mon expérience GameCube et celle sur Switch 2, il n'y a pas une différence énorme. Le site réel est vraiment fun, ça bouge bien, et le lore autour du mode histoire est toujours aussi lourd. Le gameplay est globalement assez bordélique, mais c'est pas aussi lisible que ce que j'entends ici et là, hein, ça se gère clairement. Visuellement, c'est magnifique, rien à dire, et la bande son est juste excellente. Je me le recommande, pas énormément car je n'y suis pas retourné depuis un bail, et j'en ai pas non plus une grosse envie. Sonic Racing Crossworlds. Bon, on passe à un gros morceau encore. J'ai attendu de voir un peu le suivi avant de le juger, et c'est ce que j'ai fait aussi avec Mario Kart World. Et honnêtement, il part sur une très bonne lancée. On est clairement à des années-lumière de l'échec de Team Sonic Racing. Les courses sont globalement bien designées, les environnements aussi. J'aime bien la cohérence qu'ils ont créée dans les décors, ça lie vraiment les circuits entre eux, et le niveau de détail n'est pas à négliger. L'idée des Crossworlds est top pour varier, mais je regrette que l'aléatoire nous force parfois à jouer sur des courses normales. Ça casse un peu le délire, et ça réduit drastiquement le temps passé sur littéralement l'idée du jeu qui est dans le titre. Après bon, si c'est pour éviter Skyfraud, ça me dérange pas. Côté gadget, l'idée est bonne, mais ce qui devait arriver arriva. Une méta s'est installée et t'es quasiment forcé de jouer certains trucs pour être compétitif et gagner. C'était le risque et ça n'a pas loupé. Musicalement, c'est pas mauvais, à part quelques-unes, hein, genre Apotos, mais alors le mixage audio, il est dégueulasse. Les OST sont carrément étouffés in-game, on s'en est rendu compte avec la sortie de la bande-son sur les plateformes de musique. On dirait qu'elles ont été charcutées, je sais pas pourquoi, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi, parce que en dehors du jeu, vraiment on découvre carrément des nouveaux instruments dans la musique. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir fait ça? Et me parlez pas d'optimisation, là ça n'a rien à voir. Et je ne parle même pas du jukebox qui est hyper mal foutu et pas du tout complet. Les collisions entre joueurs sont parfois ultra pénibles, mais le pire c'est les objets. Ils sont beaucoup trop punitifs. Entre ceux qui te font perdre tes items et le temps de stun qui dure 3 plombes, bah t'es quasiment obligé de jouer en level 4 au quick recovery. C'est dommage de limiter le choix comme ça, et c'est ça dont je parlais avec les métas, c'est qu'en fait si tu joues pas à méta, en vrai même si tu joues pas à niveau 4, bonne chance quand tu commences à taper dans des hauts niveaux quoi, hein. De toute façon vous allez sur les events, les gens de compétition round 2, là ils ont tous le même build niveau 4. Mais bon, en tout cas le jeu se veut arcade et il réussit parfaitement son pari. C'est sans aucun doute le meilleur Mario Kart like Sonic qu'on ait eu, et je me le recommande à 1000% plus que Team Sonic Racing. Mario Kart World, après avoir bouffé de Mario Kart 8 pendant 10 ans, notamment à cause de sa ressortie de luxe, hein, j'attendais de bien faire mon nouveau Mario Kart. Et est-ce que ça valait le coup?
le jeu il est pas foncièrement mauvais, même loin de là, il innove à fond dans son gameplay, et c'est putain de cool. Les sauts, même les grinds, ça rajoute une dynamique vraiment lourde, c'est d'ailleurs ce qui permet d'éviter de trop s'ennuyer sur le gros point nord du titre. Les intermissions, et justement en vrai quand je vois ce qui est possible de faire avec ces mécaniques là, je me dis que vraiment c'est un ajout qui est vraiment cool. Mais les intermissions, c'est longue ligne droite de mort entre deux courses, et bah c'est juste chiant. Tu veux enchaîner, mais tu dois te taper ces trajets, et Nintendo, bah en fait ils ont rien fait pour améliorer ça en ligne. Ah si, on a eu un tracé moins linéaire pour aller à Plage Koopa. Waouh, la révolution. Non mais je veux pas jouer la mauvaise foi, mais faut aller se faire foutre. Genre, faut améliorer toutes les intermissions, pas une seule. L'open world est très anecdotique, ça c'est indéniable. Même si ça reste une super idée sur le papier. Mais c'est clairement à cause de ça qu'on subit les intermissions, hein, c'est un fait. Sans ça, on n'aurait pas les intermissions. Les trucs à collecter permettent de fouiller la map comme on l'aurait jamais fait. Et en vrai, rien que le fait de pouvoir explorer les maps sur lesquelles on joue, bah c'est un truc qu'on aimerait faire sur les autres Mario Kart et qui est le bienvenu ici. Mais effectivement, c'est pas dans un truc dans lequel j'irais passer 100 heures quoi. Hein. C'est un ajout sympa que je vais pas enlever, hein, clairement l'open world. Par contre, le gameplay à 24 joueurs, c'était pas forcément la meilleure des idées. Et c'est pas parce que c'est un bordel, mais plutôt que c'est à cause de ça que les courses sont volontairement allongées et élargies. Ce qui fait que si vous êtes dans le podium, vous vous ennuyez assez rapidement car ça paraît vachement lent. En tout cas, oui, le gameplay est vraiment bon et les circuits sont cool. Mais la question c'est quand est-ce qu'on s'amuse vraiment ? Bah seulement quand on a fini de surveiller l'intermission et juste le temps d'un tour. Bon, il y a des cas où on en fait deux, mais bon, ça change rien au problème. Petit bémol mis à part, la route arc-en-ciel, c'est juste la meilleure de toute la saga. Genre vraiment là-dessus, ils ont fait très fort. Elle est incroyable sur tous les aspects. Et malheureusement, je vais pas me le recommander car en fait, j'ai pas envie d'y jouer seul. Ça m'emmerde. Et sachant que bah voilà, si ça veut dire que j'ai pas d'amis pour y jouer, j'ai pas d'intérêt à relancer le jeu. Donc ça me rend triste, mais voilà, je ne me le recommande pas. Sonic the Hedgehog, premier du nom. Bon, je survole très rapidement ce jeu. Pour les besoins de la vidéo analyse de Sonic 1, j'ai dû me retaper le jeu plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Et oui, ce jeu est juste excellent. Pas mon préféré des Sonic 2D, mais c'est un véritable jeu de génie dans sa conception. Et je m'en suis particulièrement rendu compte en écrivant la fameuse vidéo analyse du jeu, que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur ma chaîne Sonic. Hein. Je me le recommande. Je le mets pas dans le verre car c'est mon préféré, mais c'est vraiment un super jeu. Rematch, un autre jeu foot et qui est développé par les gars qui ont fait Sifu. Et le jeu, il est très cool, mais en même temps bien casse-couille. Sur l'aspect gameplay, c'est ultra fun. Genre vraiment, je trouve le gameplay super cool alors que je joue super mal. La prise en main est difficile, mais cette manière d'esquiver les adversaires, je trouve ça super fun et gratifiant. Les tirs sont bien gérés, même si un peu dur à viser, et même jouer gardien est fun. Et le souci que j'ai avec le jeu, c'est le multi. Pour y jouer seul, mais le problème de ce genre de jeu, c'est la commu. On se tape trop facilement des connards qui se prennent pour Ronaldo et vont se la jouer solo pour se faire baiser car ils ont joué individuel littéralement. Je vais pas amputer le jeu pour ça car le problème vient de la commu. Mais du coup je me recommande pas énormément car jouer seul c'est possible mais faut tomber sur les bons mates. Disney Illusion Island, le fameux Metroidvania Disney. Et bon, on va mettre les choses au clair tout de suite, c'est un Metroidvania qui n'en est pas. On voit bien l'intention derrière, hein, surtout avec cette map ultra verticale, mais on sent direct que c'est calibré pour des enfants en bas âge, tellement c'est linéaire, on se perd jamais. Normalement dans le Metroidvania, tu galères, tu mets dans un passage bloqué, tu reviens plus tard. Ah mais tu peux même mettre des marqueurs pour ça. Là non, là quand tu bloques le pouvoir pour passer, il est littéralement à 3 mètres. Genre en gros, la plupart du temps, c'est genre un personnage qui te donne un pouvoir, mais il est dans la zone où t'es. Actuellement, peut-être genre 2 cases à droite, enfin c'est nul, c'est débile, c'est vraiment débile. Niveau gameplay, c'est plutôt cool, les mécaniques s'enchaînent bien avec le level design, c'est fluide, c'est un platformer sympa, mais qui n'a rien à faire dans la catégorie des Metroidvania en fait, à part pour sa carte faussement labyrinthique, qui essaie de te faire croire qu'il y a de l'exploration alors que tu es sur des rails. Visuellement c'est propre, par contre, la musique, mais quelle horreur! J'en pouvais plus. On est en gros sur thème château Disney pour MP4 en boucle. Hein. Chaque zone est juste une variante qui garde la même mélodie fatigante. Tu changes d'ambiance, tu vas dans la zone aquatique et la musique ne te rappelle même pas. T'as même pas la sensation d'avoir une musique aquatique. T'as l'impression d'être bloqué dans la même pièce pendant tout le jeu. C'est insupportable. C'est pas un mauvais jeu en soi. C'est même sympa à parcourir une fois. Mais je dirais même pas que c'est un mauvais Metroidvania. Juste que ça n'a absolument rien d'un jeu de cette catégorie. C'est un jeu de plateforme déguisé. Rien de plus. Et que je ne me recommanderais pas. On passe sur Sonic Rumble, le jeu se fait pas mal critiquer pour ses prix, et c'est compréhensible, hein, mais en vrai il faut arrêter. C'est pas le prix des cosmétiques qui fait la qualité du jeu. Je dis pas qu'il faut passer outre, mais il faut juger le gameplay. Et sur ce point, globalement c'est bien. Les mini-jeux sont ainsi diversifiés, et franchement on a très peu de doublons, ce qui fait plaisir. Hein. Ça se manie plutôt bien, même sur smartphone, c'est fun et vraiment sympa à jouer pour passer le temps. Par contre, gros carton rouge sur les compétences. Elles sont beaucoup trop puissantes. On se rapproche clairement d'un délire pay to win, et c'est vraiment dommage de casser l'équilibre comme ça.
ça. En résumé, c'est un jeu fun, surtout si tu joues à plusieurs. C'est pas parfait, mais si tu fais abstraction de la boutique, il y a de quoi s'amuser. Et encore une fois, je dis pas que c'est normal et qu'il faut tolérer les prix indécents du jeu. Je dis juste qu'il ne faut pas juger la qualité d'un jeu à ça. Personnellement, je me le recommande car c'est un jeu que je peux jouer tout seul sans souci. Bon, en vrai, je le mets car j'y ai passé un certain temps. Mais bon sang, qu'est-ce que je suis déçu de ce jeu. Et c'est même pas pour les raisons que je devrais. En termes de gameplay pur, c'est très bien. Il y a quand même des combos à maîtriser. C'est pas gratuit comme système de jeu. Mais au-delà de ça, c'est une réelle déception et on sent que le jeu n'est juste pas fini quand il est sorti. Il y a un manque cruel de contenu, un mode histoire juste mauvais. On a quelques what if cool comme Black Gohan, mais ça reste globalement pauvre. Même sur les costumes, on n'en a pas des masses. Enfin, je veux dire, il manque littéralement la tenue End of Z de Goku. Donc au bout d'un moment, ça peut pas être le jeu ultime. Ça peut pas être le Tenkaichi ultime en tout cas. On a presque aucun perso de l'ère enfant de Dragon Ball. On n'a pas d'opening non plus. Et le pire qui m'énerve le plus, c'est que l'opening arrivera quand le DLC qui doit sortir cette année sortira. En plus d'ailleurs de certains personnages qui auraient dû être présents Day One. Hein. Parce que je suis désolé, mais alors Super C17 ou Piccolo Daimao qui ne sont pas présents Day One, mais alors par contre on te les met dans un DLC alors qu'ils étaient dans Tenkaichi 3, faut juste aller se faire enculer. Mais vraiment très fort. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas de cross-platform. On est en 2024 quand le jeu sort, on n'a pas de cross-platform, alors que leur jeu de merde là, Dragon Ball Breakers, il en a un. Comment c'est possible? Genre, comment c'est possible que le jeu Dragon Ball que les fans attendaient le plus n'ait pas du cross-platform? J'ai pas envie de me le recommander, ça m'emmerde car je l'attendais de pied ferme ce jeu, mais c'est juste un jeu pas fini en fait. Allez, Marvel Rivals. Et bon, en vrai, j'ai rien de particulier à dire. C'est un héros shooter qui copie très clairement Overwatch. Hein. Il nous met juste les personnages de Marvel en personnages jouables. Le cast en lui-même, il est vraiment cool car ça va piocher même dans les comics et pas juste les films ou en tout cas le MCU. Et c'est très cool. Il y a des personnages un petit peu obscurs que les gens connaissent pas forcément et qui sont pourtant présents dans le jeu. Le gameplay, il est globalement sympa, mais c'est surtout que le jeu, il est hyper déséquilibré, je trouve. Les tanks font beaucoup trop de dégâts et quand je vois à quel point on se fait enculer par des équipes avec 3 tanks, je me dis en vrai c'est quoi l'intérêt de jouer DPS du coup. Bref, en soi le jeu il est cool et j'aime ce genre de jeu donc je vais me le recommander, mais vraiment très fébrilement par rapport à Overwatch, même si aujourd'hui je ne joue plus à Overwatch notamment parce que le 2 est une réelle déception. On passe sur le dernier Metroid et honnêtement je ne sais pas quoi en penser. Si le gameplay est toujours aussi exemplaire, le jeu rétrograde totalement sur la progression. C'est d'un linéaire énorme. On est sur une structure un peu Zelda-esque sur le papier avec des donjons sans aucune réflexion, les tracés sont tout droits et les énigmes sont tellement simples et peu nombreuses que tu traverses ça sans jamais t'arrêter. Je dis Zelda-esque mais c'est vraiment en version Wish. Hein. Et en parlant de Zelda-esque, le monde ouvert fait l'exploit de faire moins bien que la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time qui pourtant y ressemble beaucoup. Et je parle notamment sur la gestion du rythme. Je vais prendre un exemple, mais dans Ocarina of Time, Link enfant avait tout à proximité. En fait, une fois que vous sortiez du village Kokiri, vous êtes dans la plaine, vous la traversez une fois, et une fois que vous êtes dans la citadelle, Nintendo avait mis le village Kokoriko et le village Zora juste à côté, car vous n'aviez pas de moyen de vous déplacer plus vite. C'est qu'une fois adulte que le jeu s'autorise des allers-retours et des zones plus éloignées, car vous avez non seulement Epona pour aller plus vite, mais aussi et surtout le pouvoir de vous téléporter, alors qu'ici, non. Et malgré la moto, c'est lent. Le problème, c'est pas le vide du désert, c'est la longueur des trajets pour accéder aux zones. C'est pénible et super long tellement les zones sont éloignées entre elles et comme le jeu ne permet même pas de se téléporter, tu subis le trajet en boucle, ça casse juste le rythme et on t'oblige à l'explorer alors que c'est pas marrant une seule seconde. Et par pitié, mais virez-moi les humains, ils sont beaucoup trop présents. Entre le mec qui te backseat dès que tu passes 30 secondes dans la plaine et le donjon que tu fais entièrement avec eux alors qu'ils parlent non-stop, genre ta gueule, on se sent jamais seul. J'ai pas demandé à avoir Atreus dans mon Metroid, merde. C'est dommage car l'architecture et le sens de l'échelle sont dingues, mais malgré tout on bouffe du décor industriel tout le long alors qu'on est censé changer d'environnement avec une linéarité pareille, ça tue totalement l'aspect Metroidvania. Tu peux jamais te perdre, la magie de l'exploration a complètement disparu. C'est une grosse frustration. On a eu des interviews de Retro Studio et ils ont subtilement fait comprendre qu'ils ont récupéré le projet bancal que Bandai avait proposé à Nintendo et que bon même si Nintendo a refusé le projet, ils pouvaient pas repartir de zéro, il y avait trop d'argent qui avait été déjà jeté dedans. Donc ils ont repris ça. Ils ont repris le projet de Bandai. Et mine de rien, la première zone a un environnement magnifique. Les boss sont tous géniaux. Et quand certains éléments du jeu sont bien faits, en fait, on sent que c'est Retro Studio qui est derrière et qui a fait ces bons éléments. Car c'est vraiment bien putain. Mais quand c'est mauvais, c'est vraiment hyper mauvais. Je vais malheureusement pas me le recommander alors que j'ai surkiffé Metroid Prime 1. Wouhou, on arrive à la fin.
Quelle merveilleuse façon de finir l'année qu'avec Clair Obscur Expédition 33. Alors, je devais faire le jeu depuis longtemps. Et c'est pas parce qu'il a été nominé, enfin il a gagné le GOTY que je le fais, hein, je préfère préciser. De base, je le dis et je le redis, mais je suis vraiment un peu allergique au tour par tour. Mais si le système de parade est esquive en temps réel, ça m'a directement conquis. Les attaques des ennemis sont super bien designées, tu piges assez facilement le timing grâce au visuel ou au son. Le CFX de la parade est d'ailleurs une tuerie, on sent vraiment l'impact du contre. Le sound design global est d'un niveau incroyable. Les QTE sont bien dosés, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est jamais injuste. L'équilibre est parfait. Le système de build avec les pictos et les lumina, c'est passionnant. Et c'est là que le bas blesse. C'est super cool de chercher optimisation, mais le jeu devient vite une promenade de santé si tu gères bien. Le plafond de dégâts à 9999, c'est une erreur selon moi. On l'atteint trop vite et les boss, eh ben, ils font pas le poids. Il aurait mieux fallu ne pas limiter les dégâts et juste augmenter progressivement la barre de vie des ennemis et leur défense comme n'importe quel autre RPG en fait. En plus, il y a beaucoup trop de pictos à récupérer, ce qui rend la gestion du build vite indigeste et peu ergonomique. Niveau narration, c'est vraiment, mais vraiment bien. Le rythme est impeccable, sans temps mort et les révélations sont toujours bien amenées. La mise en scène est sublime et gros big up aux cinématiques en 4 tiers. L'idée est géniale, alors que techniquement il n'y a rien de particulier, mais vraiment ça passe trop bien. Même l'OST est incroyable, on sent que la bande son a été bossée à fond, ça fait vraiment super plaisir. L'humour du jeu aussi, ça se voit que c'est un jeu français, genre l'humour du jeu c'est vraiment un humour à la française. Mais il y a quand même des mais. L'ergonomie, c'est pas ça, hein. Il n'y a pas de minimap, c'est infâme, c'est une galère pour se repérer, surtout sur la world map où tu dois systématiquement ouvrir la carte avec un temps de chargement pour savoir où tu es. Et qu'en plus, si tu veux savoir le nom des zones, va falloir que tu zoomes à fond sur la carte. Même dans certaines zones, et notamment à partir de la fin du premier acte, on a des zones plus labyrinthiques et la navigation devient vite parfois pénible sans mini-carte. Le menu des équipements et des pictos est aussi un mystère, hein. C'est pas intuitif du tout alors qu'il y a pas tant d'éléments que ça, c'est assez perturbant. Par contre, le menuing de combat à la persona, c'est un régal à utiliser, hein. En vrai, le jeu il invente rien et il pioche ses codes à droite et à gauche. Mais on lui demande pas d'innover. On lui a pas demandé ça et c'est ça qui fait bien en fait. C'est pour ça que c'est une réussite. Il réinterprète le RPG dynamique à sa propre sauce. Et c'est ça sa force. Bien sûr qu'on a déjà vu ça ailleurs, mais là il l'a juste fait à sa sauce. Et c'est ça que je trouve génial avec le jeu. C'est clairement un de mes gros coups de cœur de 2025 et l'un de mes RPG préférés. Et du coup, pour terminer, nous allons parler de l'update Thank You de Clair Obscur, sorti car le jeu a gagné le GOTY. En vrai, j'ai un peu triché, hein. L'update, je l'ai fait en 2026. Franchement, je me dis, c'est quand même con que je mette pas l'update dans cette vidéo et que je le mette plutôt dans une vidéo récap 2026. Hein, vous voyez ce que je veux dire. En soi, il n'y a pas vraiment 15 000 trucs à dire. On rajoute une zone qui tourne autour de Verso, et j'avoue que je suis assez mitigé. La difficulté est méga élevée, et pour une update censée remercier les joueurs, je trouve ça bizarre qu'il faille être au moins niveau 85 pour apprécier les combats de la zone. Certes, les patterns s'apprennent bien, mais quand même, on sent très vite la différence de niveau. Et surtout, faut faire quoi? Parce que bon, on a des petits trucs à droite et à gauche, hein, une sorte de marelle, un saut dans la bouée, des trucs à ramener, un gâteau à ramener à une porte. Mais j'ai trouvé personnellement que la zone est compliquée à comprendre. On erre un peu sans but. Enfin, si, en soi, on peut tracer, elle est tout au bout, faire le boss. Mais bon, je sais pas, genre, je trouve que la zone est pas claire du tout. L'approche de la zone, elle est hyper particulière. Et alors, le boss, parlons-en. Oskio. Alors, le boss c'est vraiment excellent. Je vais spoil, hein. Donc, comme d'habitude, vous allez au timecode, hein, si jamais vous voulez pas vous spoil le boss. Ça me paraît assez évident, hein. Voilà, vous êtes partis. Bref, le boss, il est excellent, il est fun. Il a des patterns qui sont super agréables. Le lore autour, c'est marrant. Il a une musique de fou. Mais alors, putain que c'est long. Et c'est là que tu sens la différence de niveau, hein. Si t'as pas un build pour taper des millions de dégâts, ça prend une plombe. Et le pire, c'est qu'après 1 heure de combat, il lance une attaque qui, si elle te touche, elle te one-shot. J'ai pas su contrer. Résultat, j'ai perdu 1 heure de combat. Je me suis fait one-shot. Putain de merde, quoi. Je trouvais ça pénible. Ça ressemble juste à un boss troll à cause de ça. Genre, en fait, le boss paraît hyper troll dans tout. Mais une fois que tu fais, tu vois clairement que le combat est vraiment bien travaillé. Puis à la fin, on te met cette attaque. Genre, pourquoi? Bon, enfin bref. Je sais pas. J'ai pas spécialement apprécié l'update, je l'avoue. J'ai pas spécialement apprécié. Pourtant, j'ai pris plaisir à me mettre sur la gueule avec des boss bien durs dans le jeu, hein, qui étaient parfois bien plus forts que moi, mais voilà. J'ai pas forcément apprécié l'update, donc je vais pas me la recommander.
Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et oui, ça y est, enfin. Je sais absolument pas, je pense que personne ne sera resté jusqu'au bout. Mais à ceux qui l'ont fait, eh bien merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, j'ai fait beaucoup de jeux, je pense quand même qu'en 2026 il y en aura beaucoup moins. Bah écoutez, voilà, dites-moi si vous, il y a des jeux que vous avez retenus en 2025, hein, peut-être. Je sais même pas comment finir cette vidéo pour être franc. J'ai joué à énormément de jeux, à différents types de jeux. Il y a des jeux que j'ai vraiment adoré et d'autres que j'ai pas aimé. Mais je suis très content de cette année parce que je suis content d'avoir découvert autant de jeux et autant de jeux différents. Et j'ai très hâte de 2026 parce que 2026, je vais essayer un peu plus de me focus sur du jeu rétro et notamment du jeu de l'ère 16 bits. Parce que c'est une ère que je connais pas assez et que j'aimerais apprendre à plus connaître. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne. Le petit pouce bleu évidemment. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde.